compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans 17-19. On va écouter un peu d'infos avant de commencer cette émission. Bonjour à tous, la fin du masque en intérieur, c'est ce qui est annoncé pour la mi-mars. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, envisage désormais la fin du port du masque en intérieur pour les adultes et les enfants à la mi-mars, mais aussi un allègement du pass vaccinal à cette même date, le tout si la circulation du virus est très faible. J'ajoute que les boîtes de nuit rouvrent leurs portes ce soir et qu'il est redevenu possible de boire et de manger dans les transports, consommer debout dans les bars, les restaurants et les salles de spectacle. C'est de nouveau autorisé aussi à partir d'aujourd'hui. Les mesures sanitaires qui commencent à être levées un peu partout. La Suisse lève la plupart des mesures de lutte contre le Covid-19, annonce aujourd'hui de la levée de presque toutes les mesures. Le masque reste toutefois maintenu jusqu'à fin mars dans les transports publics et les établissements de santé en Suisse. Sur place à partir de demain, l'accès aux magasins, aux restaurants, aux établissements culturels, aux établissements ouverts au public et aux manifestations est à nouveau possible sans masque ni certificat Covid. Et puis l'Autriche lève la plupart des restrictions et met fin au pass vaccinal à partir du 5 mars. Une grande partie des restrictions disparaîtront. Retour en France, un policier insulte une femme victime d'agression sexuelle. Une enquête pour injure non publique est donc ouverte. Les faits ont eu lieu alors que cette jeune femme de 34 ans avait déposé une plainte auprès de policiers du commissariat des 5 et 6e arrondissements de Paris pour agression sexuelle en état d'ivresse. Après son passage au commissariat, un policier avait rappelé la victime. Il lui avait laissé un message vocal pour lui demander de venir compléter sa plainte, croyant avoir raccroché. La messagerie laissait entendre le fonctionnaire plaisantant avec une de ses collègues en disant « Je la rappellerai de toute façon parce que là, elle doit être en train de cuver ». Fin de citation. Le sport, les JO de Pékin, Clément Noël sacré sur le slalom, une 13e médaille pour la France aujourd'hui. Clément Noël, 24 ans, qui décroche l'or sur le slalom olympique de Pékin. Et puis le football, 8e de finale allée de la Ligue des Champions, Inter Milan, Liverpool et Salzbourg, Bayern Munich au programme de ce soir. Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio. Allez, bonjour à tous, bonjour Alban. Bonjour Scooby, on est toujours avec Valérie et Gwen dans ce 17-19, pardon, je bafouille un peu parce que ça a été un peu speed pour arriver là. Oui, on est tous arrivés un petit peu juste, voilà, c'est ça. À la limite. Un peu dans le speed là aujourd'hui. Si vous nous écoutez, sortez pas, franchement, c'est la galère. Et bienvenue à vous deux. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Et on salue notre chef d'orchestre Scooby qui va nous gérer cette émission. Et il y a quelques temps, tu vois, on te parlait de ce qui se passait avec Nantes révoltée, en fait, par rapport au fait que Darmanin annonçait le projet de dissoudre ce média. Et depuis, donc, voilà, on fait un peu un suivi de tout ça. Et comme on était là le 2 février, jour de la Chandeleur, eh bien, on est de retour aujourd'hui. Et donc, il y a des suites qui sont sortis à partir du 4, donc tu vois on est vraiment à 2 jours près sur l'information. Et donc depuis qu'il y a eu cette affaire, ça a fait grand bruit puisqu'une pétition a récolté près de 40 000 signatures. De nombreuses personnalités nous ont apporté leur soutien. Syndicats et associations sont montés au créneau. Des médias nationaux se sont fait l'écho de la situation. Pourtant dans la presse locale le traitement est minimal. Ouest France a fait plusieurs articles sur Nantes révoltée sans prendre la peine de contacter Nantes révoltée directement, mais seulement nos avocats. Il est clair que notre point de vue ne les intéresse pas. Quant à Presse Océan, le journal nantais publie ce vendredi 4 février en une un article intitulé « Nantes révoltée, une épine pour Darmanin ». L'auteur du papier est également correspondant au Monde. Dans ce cadre, il avait envoyé à notre équipe une série de questions pour le moins troublantes, certaines dignes d'un interrogatoire. Un questionnaire du type « Est-ce que tout ou partie des militants de votre collectif revendiquent les dégradations constatées par plusieurs commerçants ? Que répondez-vous aux personnes qui pointent le fait que le nom du directeur de la publication ou des personnes éditrices de la revue ne figure pas noir sur blanc dans la revue comme le réclame la loi du 1er août 1986 relative au régime juridique de la presse ?
Assurez-vous qu'il n'y a aucun propos répréhensible par la loi qui n'ait été diffusé. Une interview pas vraiment bienveillante de la part de notre confrère qui a éveillé une légère méfiance. Nous avions évité de répondre à plusieurs questions accusatrices. L'article est donc paru. Quelques éléments d'analyse. Un titre surprenant déjà. Dès la une, Presse Océan nous présente comme un mouvement d'ultra-gauche qui se définit comme un média. La formulation manque d'élégance, nous n'avons pas l'impolitesse de définir la presse locale comme un mouvement ultra-gouvernemental qui se définit comme un média. Faut-il rappeler que lors des expulsions de la ZAD, comme lors de l'affaire Steve, des Gilets jaunes ou de l'assassinat d'Aboubacar Fofana par la police, Nantes Révoltée a réalisé un travail de journalisme plus rigoureux que la presse officielle. Notre travail est d'ailleurs reconnu comme celui d'un média par le syndicat national des journalistes, par de nombreux médias indépendants, par des journalistes de France 3 ou encore la Ligue des droits de l'homme, entre autres. Mais pas par Presse Océan. Pourquoi ? La plupart des membres de Nantes Révoltée ou leurs sympathisants ont pris l'habitude de défiler visage masqué. Peut-on lire ? Sur quoi se base ce journaliste pour alimenter cette idée ? Comment peut-il définir une personne au visage masqué comme étant membre de Nantes Révoltée ou pas ? Se base-t-il sur des fantasmes de policiers ? Plus loin, il est écrit que notre revue aurait un tirage plutôt confidentiel. Plusieurs milliers de revues lues dans toute la France sans aucune pub ni subvention. À l'heure de la crise de la presse écrite, cela aurait pu être souligné. Encore plus loin, le journaliste écrit à un militant qui côtoie le mouvement, évoque un noyau composé d'une grosse vingtaine de personnes. Qui est cette personne ? Notre équipe ne la connaît pas. Et c'est là où arrive un bien curieux syndicaliste. L'auteur de l'article nous avait demandé « Réfutez-vous l'étiquette de mouvance de l'ultra-gauche » qu'apposent certaines figures syndicalistes nantaises pour qualifier Nantes Révoltée. Nous pensions qu'il s'agissait du délire d'un syndicaliste policier. En réalité, il s'agit de Jean Brunacci, présenté comme secrétaire régional du syndicat Solidaire, qui nous définit comme une mouvance autonome de l'ultra-gauche très hétérogène. Étonnante étiquette. Rappelons d'abord que ce monsieur retraité n'a aucun mandat au sein du syndicat Solidaire. Il ne représente pas et va même à l'encontre des communiqués locaux et nationaux du syndicat qui a immédiatement apporté son soutien à Nantes Révoltée. Dans son égarement, Jean Brunacci déclare que Nantes Révoltée a la capacité de mobiliser au moins 300 personnes. Une jeunesse déboussolée, qui veut en découdre. La colère serait forcément le fait de gènes un peu fous. La révolte n'est donc selon lui ni raisonnable, ni légitime. Il continue en racontant qu'il n'est pas passé loin de l'affrontement avec une poignée d'entre eux. De qui parle-t-il ? Des jeunes déboussolés ? Du cortège de tête ? De Nantes Révoltée ? Mystère. Le retraité syndicaliste en profite pour s'en prendre aux manifestants au visage masqué. J'ai toujours revendiqué ce que je disais à visage découvert. Jean Brunacci n'a pas compris que depuis sa folle jeunesse dans les années 70, la répression et la surveillance avaient légèrement augmenté. Science-fiction. Le syndicaliste termine en fanfare par un récit tout simplement inventé. Le souvenir d'une jeune femme, le visage dissimulé par une cagoule et se revendiquant de Nantes Révoltée, qui aurait fondu sur ses camarades à l'approche de la préfecture et crié « C'est le moment, faut tout péter ». On peut imaginer un seul instant que des personnes cagoulées en tête de manif afin de garantir leur anonymat se désignent elles-mêmes comme appartenant à un média avant de lancer des appels à la violence. Cette histoire n'a aucun sens. On dirait plutôt la description d'un Versaillais effrayé par une pétroleuse pendant la Commune de Paris ou alors un scénario totalement faux. Directement écrit par Darmanin, le ton est monté et on a réuni en catastrophe nos militants pour les prévenir qu'il y allait avoir du grabuge et qu'on allait sonner la dispersion. Le courage du syndicalisme de lutte, on se demande l'effet recherché à donner un tel récit mythomaniaque dans la presse. Donner des outils au ministère de l'Intérieur pour justifier la répression ? Préfet. À côté de ce discours halluciné, visiblement destiné à alimenter la propagande de Darmanin et afin de dissoudre Nantes Révoltée, le préfet de Nantes paraît presque mesuré et lucide. Si la dissolution de Nantes Révoltée n'a pas été engagée par mes prédécesseurs ou par moi-même, c'est que ce n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser, car Nantes Révoltée est un média. La police nantaise, fidèle à elle-même, estime que la dissolution d'un groupement de faits ne doit poser aucune difficulté. Et ils s'y connaissent en groupement de faits armés, violents et en association de malfaiteurs. Si on n'arrive pas à interdire ce groupe, cela questionnera toutes les autres dissolutions. Dommage, cet article aurait pu aborder l'illégitimité de la procédure, les attaques répétées du gouvernement contre la presse, la montée des violences policières à Nantes, la radicalisation du pouvoir, la soif d'une grande partie de la population de lire d'autres sons de cloche. C'est raté. Après le soutien massif que nous avons reçu contre la censure et pour la liberté d'expression, une certaine presse en est réduite à utiliser un retraité du syndicalisme pour lui faire raconter des récits aussi faux que diffamatoires. Un abus de faiblesse sur personnes âgées. Le syndicat Solidaire, contacté par notre équipe, réfute d'ailleurs totalement les propos de son porte-parole autoproclamé.
Nous sommes un média au service des luttes qui prend part aux conflits sociaux du moment, nous ne le cachons pas. Pas besoin de créer des scénarios invraisemblables pour éviter ce genre de piège. N'hésitez pas à lire et diffuser les médias et journalistes indépendants, celles et ceux qui considèrent le récit officiel et les délires policiers avec une légitime défiance. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ça, Gwen ? Eh ben, ça montre qu'il y a certains médias qui font pas leur travail journalistique. Normalement, il y a un principe déontologique qui doit de vérifier ce qu'on dit. On voit des faux témoignages. Et là aussi, ça pose la question de la concentration des médias aux mains des grosses fortunes, quoi. Il n'y a pas, un bug en fait, parce que on le voit, on a fréquenté les manifestations, on a vu un peu comment ça se passait à l'intérieur des manifs. On se rappelle des fois que le service d'ordre de la CGT aussi avait tendance à cartonner plus ou moins les jeunes qui étaient déterminés, qui voulaient prendre le cortège de tête. Ah, oui, c'est un double paradoxe. Ça s'est passé, il y a eu de la violence de la part des cortèges de tête, mais le problème de ces syndicats-là, la CGT, c'est qu'il y a une bureaucratie syndicale avec les permanents qui sont totalement déconnectés aujourd'hui de leur base. D'ailleurs, la base bouge plus que les permanents, quoi. Et moi, ce qui me dérange aussi, c'est que là, ils embêtent d'entrer volter. Par contre, quand il s'agit de l'extrême droite, là, il n'y a pas de souci. Ils les laissent déverser toute leur haine, quoi. Donc, on voit ces médias-là, en tout cas, et je pense qu'il faut soutenir une presse indépendante. Ça, c'est sûr. Comment on peut réagir, Valérie ? Je ne sais pas si toi, tu as eu tendance à fréquenter un peu les manifs. Alors, écoute, moi, je ne suis ni épidémiologiste, ni médecin. C'est ma nouvelle phrase pour dire que je ne sais pas et que j'y connais rien. Donc, mais par contre, par rapport à certains sur les plateaux, je ne vais pas donner mon avis sur ça parce que j'ai pas suivi l'affaire. Ce que je peux en dire, moi, c'est que comme en science, quoi, c'est important d'avoir du dissensus, c'est important d'avoir des voix différentes, c'est important d'avoir des visions différentes pour que le lecteur puisse se faire une idée globale de ce qui se passe et se faire son propre avis. Et donc, du coup, d'avoir des médias indépendants et des médias qui prônent autre chose, qui parlent d'autre chose que les mainstream, c'est comme ça qu'on est, voilà. Ouais, les mainstream. Ouais, les mainstream. Et bien, c'est important. Donc, Nantes Révoltée, qui est un média indépendant, a tout à fait le droit de rester indépendant et qu'on puisse le lire, facilement et tranquillement. Est-ce que c'est pas aussi une façon de plus ou moins faire des différences entre les médias dits de gauche ? Tu vois, on voit que par exemple l'Humanité est tirée à plein d'exemplaires, on voit que le monde diplomatique le canard, et tout ça, le canard enchaîné. Et est-ce que, comme l'a dit Valérie, avec ces surpuissants qui tiennent les ficelles en fait des médias, est-ce que justement il n'y a pas à un moment donné un manque de discernement de la part peut-être du public qui voudrait justement avoir une autre information ? Alors après c'est bizarre parce que en fait moi j'entends souvent autour de moi de dire tel journal de toute façon il est vendu machin bidule etc. Mais les gens continuent à le lire quand même. Donc et ils vont pas aller voir ils vont pas aller lire peut-être des médias plus indépendants pour se faire eux-mêmes leur avis, voilà, pour avoir un peu de discernement ou d'esprit critique. Donc en fait tu vois c'est quand même on est aussi co-créateur de cette situation. Tu sais, c'est que les gens ils continuent à le lire même s'ils disent oui mais on sait ceux-là ils sont là à gauche, ceux-là ils sont à droite, ceux-là ils sont pour le parti, ceux-là ils sont pour Macron machin, mais ils continuent à le lire. Donc à ce moment-là il faudrait peut-être aussi les lecteurs eux-mêmes puissent aussi râler entre guillemets et dire qu'ils veulent aussi dans ces médias mainstream des voix et des chroniqueurs qui soient indépendants. C'est ça qui serait bien, qu'il y ait quelques chroniqueurs, qu'il y ait des articles différents, qu'il y ait une presse un peu plus libre en fait. Mais c'est pas ce qu'ils veulent du tout. Ils veulent une presse qui soit servie, qui soit se servir de l'influence. Par exemple, on voit Bolloré par exemple qui est en train de prendre le contrôle de plusieurs médias. Il est en train de mettre la main sur l'édition. Il risque d'avoir un monopole. Il s'en sert pour son influence parce qu'il a plusieurs ports, que ce soit en Afrique ou autre.
pour des dictateurs africains. Donc c'est là le problème, où dans ces médias-là, ils ne peuvent pas faire leur travail. Est-ce que cette question des médias, tu vois, parce que on en fait partie de ces médias-là, est-ce que ces médias, cette problématique des médias indépendants, on l'a vu apparaître au niveau des élections présidentielles, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, il y a plein de programmes, on ne sait plus trop sur quel pied danser, puisque sur les médias, on est sur plus un duel Macron, Le Pen ou Zemmour plutôt qu'autre chose. On parle de Pécresse à longueur de journée. Ouais, de toute façon, tu sais, c'était comme du temps de la crise sanitaire, c'est-à-dire que les chroniqueurs, ils passent d'un plateau à l'autre. Il y a juste le décor qui change. Ce qui est dit et ce qu'ils échangent, c'est toujours la même chose. T'as pas un truc bizarre, t'as pas un cube au milieu des ronds. Ils veulent pas éveiller les citoyens, c'est ça le problème. T'as pas un triangle au milieu des ronds, donc ils passent d'un plateau à un autre sur les chaînes là d'infos en continu, mais c'est toujours les mêmes. Tu vois pas, voilà, je sais pas si Nantes Révoltée serait invité sur BFM. Ah non, non, parce que Nantes Révoltée, ils s'organisent, quoi. Donc, tu vois. Ils s'organisent. Mais c'est ça qui serait bien. Tu vois, moi c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire c'est d'avoir la version de tout le monde. C'est comme ça que tu peux te faire une tant idée. Que les médias seront détenus aux mains des milliardaires, ce ne sera pas le cas, malheureusement. On l'a vu avec Canal+, la prise de contrôle de Bolloré ultra violente, comment il a mis au pas Canal+. Enfin, faut se souvenir quand même de ce Après, qu'était Canal+ il y a quelques années. Les journalistes, il faudrait aussi qu'ils aient un petit peu plus d'éthique dans leur métier et puis qu'ils commencent aussi je pense qu'ils peuvent pas faire leur travail à ruer dans les brancards, quoi. Avec des médias aux mains des milliardaires. Ouais, mais est-ce qu'ils ont eu le choix? Parce que tu vois, Canal, moi j'ai connu l'époque Canal de Niso, j'ai connu l'époque Canal avec Decaune, Garcia et avec les vrais guignols de l'info et tout ça. Ouais. Et génial, avec les nuls et tout. Les nuls, voilà. Il y avait quand même pas mal de séries qui étaient proposées, qui étaient diversifiées. Le zapping aussi. Le zapping et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné où quand Bolloré est arrivé, il n'y a plus cet esprit Canal qu'on avait. Cette impertinence, ils étaient très impertinents. Ouais, t'allais sur Canal parce que t'avais une autre version en fait de ce que l'on avait sur les chaînes, on va dire, accessibles. Ouais. Et même dans le Canal Plus en clair qui était accessible, dans les nuls par ailleurs et tout ça, on avait quand même des débats qui existaient. On a l'impression qu'aujourd'hui, ils ont feutré les débats. Ils ont feutré les débats en fait. Ouais, mais après, tu sais, ils risquent aussi l'indigestion des gens. Les gens, à un moment donné, ils vont s'apercevoir qu'ils peuvent plus absorber tout ça et ils changeront de chaîne ou alors ils éteindront la télé. Ouais, mais est-ce qu'ils ont envie, les gens, de changer de chaîne? Tu vois, moi je connaissais des personnes, toute la journée c'était TF1, avant que tu vois, il y ait la TNT, c'était TF1 toute la journée. Moi je crois qu'au bout d'un moment, les gens ils sont pas bêtes et puis ils s'aperçoivent que ça leur convient plus ou que c'est trop ou que voilà, ça devient indigeste. Donc quand tu le ressens physiquement que ça devient indigeste et que tu peux plus les voir en peinture parce que c'est trop, et ben tu changes de chaîne. Tu vas sur YouTube. Le problème, ouais, mais tu vois, il n'y a pas de monopole. Ouais, mais tu vois, il n'y a pas de renouvellement. Le renouvellement, il est arrivé par les plateformes avec Netflix et Amazon. Oui. Parce que si tu regardes bien aujourd'hui les programmes télé sur on va dire la TNT, tu prends la 10, t'as quasiment les mêmes programmes que t'avais sur TF1 il y a à peu près 10 ans. Oui. Tu regardes, je sais pas moi, c'est Paris Première. Ouais, Paris Première, c'est pareil. Sur Paris Première, t'as l'impression d'avoir les programmes. Paris Première. Ouais, mais tu vois. La question qui va se poser, parce que là, il y a quand même la fusion avec TF1 et M6 quand même, donc ça veut dire qu'il va y avoir une concentration de médias et M6 ça c'est validé par le pouvoir. 6 chaînes déjà, ils ont Paris Première, ils ont W9, ils ont Teva, enfin ils vont devoir en revendre des petites chaînes, donc c'est-à-dire Bolloré, ça il va racheter d'autres chaînes et il va encore agrandir son espace médiatique au service d'Éric Zemmour. Au service de Zemmour, s'il te plaît. Oui, voilà, au service de Zemmour, parce que c'est Vincent Bolloré qui l'a mis sur CNews, qui a voulu qu'il soit sur CNews. Mais c'est parce que nous allons vers je veux dire, peut-être que leur rêve c'est l'uniformisation de tout. Ils veulent un monde autoritaire. On mange tous la même chose, on va au même endroit pendant les vacances, on lit la même chose, et puis la semaine on va à boulot, et puis voilà, et puis on réfléchit plus. Écoute, on voit après, ils sous-estiment, je pense, ils sous-estiment quand même l'être humain. Voilà, il faut toujours se méfier de sous-estimer l'être humain. Je trouve qu'il y a eu des caps qui ont été franchis quand même sur CNews. De là, inviter Renaud Camus quand même, qui théorise le grand remplacement quand même, qui a été condamné quand même, faut bien le dire. On a quand même été en alerte, c'est-à-dire qu'il y a une période où dans la lutte contre le racisme, on se souciait en fait de quelques détails pour approfondir sur la personne. Tu vois, moi je repensais à Alain Soral
Alain Soral, par exemple, qui avait créé Égalité et Réconciliation avec Dieudonné. Il y avait eu Étienne Chouard qui s'était mêlé là-dedans. Il y avait eu Pierre Rabhi, donc ça avait créé les Gentivirus à un moment donné pour faire de l'écologie d'extrême droite, façon de parler. Et ça fait depuis 2013. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a tout le monde qui s'affole avec cette extrême droite qui arrive. Bon, peut-être qu'on en fera le sujet en suivant après la pause musicale, mais il y a cette extrême droite qui est arrivée petit à petit, qui s'est fait une place en fait dans les médias parce qu'on n'a pas été vigilant. On savait que Bolloré c'était la droite déjà il soutenait Sarkozy. Déjà il a mis son yacht pour Sarkozy quand il a été élu. Déjà faut peut-être voir avec qui Attali traîne en ce moment. Peut-être que ça va nous donner une astuce sur le prochain président de la République, parce qu'Attali il a toujours été là au moment où il y avait un président. Oui, sous Mitterrand, sous Chirac, sous Sarko, sous Hollande. D'accord. C'est même comme le couple Paul qui donnait les résultats pour le foot, quoi. Et la dernière fois que je l'ai entendu parler, comment il s'appelle, Attali, ouais. Attali, à la télé, et il avait dit le prochain président c'est une femme. Ah, Pécresse. Ouais. Ah, la Nadine Pécresse là qui sort le grand remplacement. Ou Le Pen, on n'en sait rien, ou d'autres femmes. Il faut voir avec qui il trace en ce moment. Faut voir avec qui il traîne en ce moment. Ouais, je vois bien les chez Macron, tu vois, ou Pécresse, comme tu dis. Lui, il a toujours été plus ou moins de droite. Très à droite. Comme pour les grandes compétitions sportives où c'est un animal qui prédit les résultats des matchs. C'était un poulpe. Là, pour la politique, c'est Attali. Voilà. Suivez Attali des yeux et vous saurez qui sera le prochain président. Oui. Ouais, c'est en général ça se passe un peu comme ça, mais après voilà, ça me paraît très bizarre qu'ils soutiennent du Zemmour ou du Le Pen vu les discours des deux, mais plutôt Pécresse, Macron, c'est plus ça comme ça. Après, tu sais, moi dans la majorité des gens, et j'ai beaucoup de gens qui n'écoutent plus la télé aussi. Et qui ne regardent plus la radio non plus. Quelques radios indépendantes. Et voilà, donc du coup, c'est quand même, ça reste quand même peut-être une minorité. Ils s'en rendent pas compte parce que ça se voit pas, mais t'as beaucoup de gens, de jeunes surtout, qui ne regardent plus la télé, qui n'écoutent plus la radio, les grands trucs. Les radios traditionnelles. Donc du coup, ça reste quand même, je veux dire, ça n'affecte que les gens qui écoutent. Et combien sont-ils ? Mais en fait, si tu veux, c'est un peu comme les instituts de sondage, on en parlera après parce que on est en période présidentielle, parce que là on est en train de faire un peu de la bouillie radiophonique, mais on va parler un peu des sondages, tu vois, mais quand tu as un sondage, on te dit il y a tant % de Français qui pensent que Macron va être premier aux élections et Marine Le Pen deuxième ou Zemmour ou autre, et que en fait tu regardes au final sur un échantillon de 2000 personnes sur 67 millions, pour moi c'est rien. Ça il se garde bien de le détailler d'ailleurs. C'est comme pour Médiamétrie pour les radios, si tu veux. Ouais, et puis ça dépend aussi le panel qu'ils prennent. Ils prennent 126 000 personnes qui sont censées représenter les 67 millions. Oui. Ouais. Sauf que ça, ils le disent pas, tu vois, ils te balancent les sondages comme ça, ils débattent que sur ça. Oui, puis tu dois aussi, tu vois, ça dépend aussi quels gens ils prennent. Enfin, tu vois, tout dépend aussi du cadre dans lequel ils font leur pourcentage. Enfin, et puis il faut aussi que les sondages, c'est vraiment des questions bien tournées, quand même. Hein. C'est orienté, tu veux dire, c'est des questions orientées. La réponse doit être simple, c'est-à-dire c'est oui ou non. Ils téléphonent, beaucoup. Mais moi, c'est bizarre, j'ai jamais été appelé pour un sondage. Moi, j'ai été appelé plusieurs fois pour Médiamétrie, par contre. Ouais. Mais pour les sondages, non. Ah ouais. Sur les jeux. Non, moi, j'ai jamais été appelé pour un sondage. Beaucoup pour l'isolation. Est-ce que en ce moment, c'est les comptes, les CPE, là, les trucs. Oui, les CPF, les comptes pour formation. Ouais, ça. Il doit y avoir une mine d'or là-dedans, je te raconte. Ouais. Voilà. On va détournement d'argent public là-dedans, je suis sûr que là, tu vois, on va investiguer. Moi, si un jour je deviens homme politique, j'en ferai du détournement. Planquez-vous. C'est un adepte de la Corée du Nord. Attention. Scooby. De toute façon, Scooby nous annonce ce soir qu'il se lance en politique. Hein. Oui, mais à droite. Parce que si je fais du détournement de front, il faut rester à droite. Mais les socialistes, ils savent le faire, t'inquiète. Oui, mais plus discrètement. Quoique, ils disent qu'ils n'ont pas de compte en Suisse, et en fait, tu fais une investigation et puis tu t'aperçois. Pourquoi les socialistes, c'est la gauche ? C'est la droite, c'est vrai, t'as raison. Le PS aujourd'hui, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, ils sont à 2%. 2%, ça veut dire que pour les gens qui nous écoutent, ils n'auront même pas leur campagne de rembourser. C'est du jamais vu. C'est quand même, il faut le dire. Alors, ils auraient dû sentir la merde arriver en 2017 avec Benoît Hamon qui est arrivé à 6%
au premier tour. Remboursé, à peine remboursé, à 1% près, ça passait sous le quick. Et moi, je pense qu'ils vont se maintenir avec des élus. Ils ont encore quand même des élus, le PS, quand même. Mais on va faire une pause musicale et on va ouvrir le débat sur les sondages et sur les partis politiques, vu qu'on est en période préélectorale. Et ensuite, on viendra sur des sujets, bien sûr, qui ont nourri l'actualité, notamment avec la sortie de Gérard Darmon par rapport à Mediapart. Gérard Darmon. Ouais, Gérard Darmon. L'acteur ? Oui, l'acteur. Qui dit n'importe quoi, il a complètement j'ai pas suivi. C'est dans l'émission de Ruquier, là. Ah non, on va voir ça après parce que j'ai pas écouté, parce qu'on va parler. Eh ben on va se faire la pause musicale et on reprend suivant. Et soutien Edoui Planel. Moi je rigole. Et soutenez-vous. Let's do it. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. Come on, y'all. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui nous font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Réfléchi, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais j'ai mûrement réfléchi, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio. Et ouais, on est bien sur le Wanted Radio puisque on est mercredi et on est toujours avec Valérie, Gwen et Scooby à la radio. Salut. On est en décalage, le décalage horaire. Ouais, on a fait un petit décalage embouteillage en fait plutôt. Et on va aborder en fait un peu ces élections présidentielles puisque c'est au mois d'avril qu'on va élire. Ah oui, dans tout juste 2 mois, à peine. 2 mois. Dans pratiquement 2 mois. Et après les législatives, il faut vous accrocher. Il y a 4 tours.
Et ouais, les législatives qui seront au mois de juin, c'est ça ? Ouais, bon, au mois de juin, le week-end, en général, on va à la plage, il fait beau, on retrouve le soleil et tout, donc il y aura une multitude de choses à faire. Et puis on a donc les sondages qui tournent sur les chaînes de télévision d'information. Et après, vous avez Miss France en décembre. Ouais, mais alors ça aussi, oui, bon, c'est tellement devenu kitsch. Mais oui, mais c'est le même spectacle, moi, je trouve. Ça doit faire 20 ans ou 25 ans que je regarde plus, moi. Moi, je trouve que c'est le même spectacle. Si tu l'as vu il y a 20 ans, c'est le même aujourd'hui. Oui, non, mais je parle des élections présidentielles et Miss France. Oui. Tu fais un parallèle. Tu comprends ? Oui. Et on va parler de ces sondages parce que voilà, moi j'ai toujours une problématique en fait quand tu interroges 2000 personnes sur 67 millions et que c'est ces 2000 personnes en fait, qu'on ne sait pas qui c'est, qui orientent plus ou moins en fait l'opinion publique, puisque finalement les sondages orientent cette opinion publique. Sauf que quand on est dans le réel et qu'on rencontre des gens autour de nous, dans le cadre du travail, dans le cadre de la vie privée, en fait on s'aperçoit que par exemple aujourd'hui tu as l'impression de suivre une espèce de conflit entre la droite, on va dire macronienne, la droite de Pécresse, ultra-droite avec Zemmour et Le Pen. Et arrive 5e Mélenchon, puisque ça tient toujours comme ça, et puis après tout le reste en fait ils ont que des miettes, donc ça sert à rien d'en parler. Mais pour l'instant en fait ils ont toujours pas les 500 signatures pour certains, donc on est quand même ils parlent beaucoup mais sans avoir les 500 signatures, donc c'est quand même un petit bémol, parce que s'il n'y a pas ces 500 signatures, dans tous les cas ça passe pas. Il y a Roussel, je crois qu'il est pas loin d'avoir ses 500 signatures, Nathalie Arthaud qui les a eu. Oui, elle les a eu. Nathalie Arthaud, parce qu'ils y vont en fait en avance, un an à l'avance, donc c'est vrai qu'ils prennent le temps en tout cas, et c'est plutôt pas mal. Ouais, ils font vraiment taf au moins. Ouais, ils font un vrai travail de fond, et donc ces sondages, donc on les voit à travers ces Moi, je serais intéressé quand même pour connaître les questions, parce que c'est quand même des questions très ciblées, ou qui va orienter la réponse en fait. Et puis sur des sujets très ciblés aussi quand même. Mais en fait, le truc c'est que quand tu fais, parce que moi j'ai travaillé dans un institut de sondage, alors je vais t'expliquer un petit peu par rapport à ma façon, de la vision de celui qui travaille. Tu travailles déjà pour un client. Donc du coup, tu fais ton sondage par rapport à la demande du client. Qu'est-ce que lui, il voudrait savoir ? Qu'est-ce qui l'intéresse dans le panel ? Après, tu sélectionnes un panel. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils sont des femmes, des hommes ? Est-ce qu'ils sont en famille, monoparentale, divorcés, machin, etc. Donc, tu as un cadre où tu as un panel type. Voilà. Et tu sélectionnes que ces gens et tu n'interroges que ces personnes-là. Et donc, du coup, c'est toujours biaisé. Bien sûr que c'est toujours biaisé. C'est par rapport à ce que veut savoir le client. Donc, à la base, déjà, c'est déjà orienté. Tu comprends ? Mais est-ce que la politique, tu vois, à travers ces sondages que l'on voit aujourd'hui, donc on a 2000 personnes qui donnent leur avis sur, on va dire, 67 millions, est-ce que c'est pas obsolète en fait aujourd'hui d'avoir des sondages aux élections présidentielles ? Moi, ce qui me dérange, c'est qu'à chaque fois, que ce soit sur les chaînes d'infos ou certaines radios, ils relaient ça sans rien expliquer derrière en fait comment c'est fait ou quoi, donc forcément les gens qui sont pas au courant, ils ont un avis biaisé, du coup ils ne peuvent pas se faire leur propre avis, c'est de la désinformation. Et c'est surtout que là depuis quelques semaines il y a un sondage tous les jours, ou 2 ou 3 sondages tous les jours qui disent pas la même chose, d'accord ? Donc suivant l'institut de sondage et qui le présente, ça ne dit pas du tout la même chose. Faut le dire. Donc tu vois, donc à la limite au bout d'un moment quand c'est trop, ça veut plus rien dire quoi. Faut arrêter quoi. Il faut raison garder. Donc tu fais ça pour savoir. Tu fais ça voilà parce que toi en tant que candidat t'aimerais savoir où c'est que t'en es, si t'as bien parlé, si tout ça. Donc ça je le comprends. Mais fais-le de manière tu vois ponctuelle pour avoir des sondages qui reflètent vraiment la réalité. Et pas toutes les semaines et toutes les heures quoi. Ça rime à rien. Mais quand vous sondez un peu vos entourages, ça tourne autour de quoi ? Ça tourne autour de Macron, Mélenchon, Zemmour ? Ça tourne qu'ils n'ont pas envie d'aller voter. Bon, après j'évite de parler politique avec les gens. Ouais, mais non, mais c'est vrai. Moi je dis ça tourne qu'ils n'ont pas envie d'aller voter, ils savent pas pour qui voter. Ouais, parce que moi c'est pareil. Hein, en ce moment c'est plutôt l'abstentionnisme qui gagne quelque chose. Hein. C'est ça. Les gens ils y pensent pas. Ils sont écœurés. Parce qu'ils ont bien compris les gens que qu'ils aillent voter ou pas, ça va pas changer leur vie en fait. Donc les gens se désintéressent. Moi, je trouve que le vote se désintéresse des gens. Donc moi je trouve que cette année, cette élection présidentielle est très bizarre, sachant que moi j'ai l'impression dans mon entourage qu'on n'est pas encore en phase d'y penser.
Attends, c'est pas encore. Mais c'est parce qu'en plus Macron, il s'est pas présenté. Donc les autres, ils rongent leurs freins parce qu'ils ne peuvent pas l'affronter en combat singulier puisqu'il ne s'est pas présenté comme candidat, tu vois. Donc ils ne peuvent pas l'affronter et dire oui, gna gna, et parler de son bilan puisque du coup il s'est pas présenté en tant que candidat. Donc du coup ils peuvent pas rentrer dans le vif trop du sujet. Donc là, ça surnage, ça parle de machin et les gens ça les intéresse pas. En fait. Il y a une diversion qui est faite dans certains médias ou chaînes d'infos avec ces sondages pour pas qu'on parle des vraies problématiques des gens. Moi, c'est ça qui m'énerve. Ça aussi, ça c'est vrai. C'est de la diversion. Ça c'est vrai. Mais c'est comme toutes les polémiques qui sont relayées par l'extrême droite, qui sont relayées sur les grands médias, alors que ça n'a pas lieu d'être, quoi. Alors que ce n'est pas vrai. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus dans une période où c'est la fake news, où on balance n'importe quoi, oui, la fake news, ça c'est vrai. Voilà, c'est de plus en plus le cas. J'avais pas l'impression, c'était le cas avant, mais là encore plus. Ils ont des programmes quand même, ils proposent des trucs, ils sont pas connectés quoi, à la réalité. Tu te dis mais ils sont jamais venus, c'est pas possible. Même Pécresse en est arrivée quand même. Alors là, elle essaie d'enlever la pression, de citer le grand remplacement quand même. Enfin, on en est arrivé là. Oui, mais attention, parce qu'elle a dit ni grand remplacement, ni machin, c'est ni. Elle est pas pour, elle a dit ni. Elle a dit ni. Ouais, enfin, voilà, elle essaie de désamorcer la polémique, mais voilà, ça montre bien quand même la droitisation du débat où... En plus, cette théorie-là, faut rappeler quand même qui c'est qui l'accrédite. C'est Renaud Camus qui a été condamné. Ça a cautionné des attentats. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, il y a eu un attentat sur ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu l'attentat de la mosquée de Bayonne avec un ancien membre du Front National qui a attaqué la mosquée. Donc, il faut bien se rendre compte que c'est des idéologies meurtrières. Voilà, il faut bien se rendre compte que ceux qui parlent à la télé de manière qui se croient, enfin voilà, intellectuels. Mais oui, mais tu vois, un grand pouvoir réclame de grandes responsabilités ou inversement, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que tu dis quand même. Enfin, quand tu es responsable politique, tu mesures tes paroles. Tu dis pas n'importe quoi. Les puissants, ils font une diversion. Ils voient bien que leur monde, en fait, est à bout de souffle, qu'ils ne peut pas répondre aux crises climatiques. Et ben, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont chercher des boucs émissaires. Comme ça, on voit pas ce qu'ils font, quoi. On parle d'autre chose. Voilà, je pense que c'est une diversion. Est-ce que la politique aujourd'hui elle n'est pas devenue obsolète ? Parce qu'au final, quand on va... Cette politique-là, ouais. On arrive sur les élections présidentielles quasiment avec les mêmes qu'on a eu il y a 5 ans en fait. Exact. C'est ça. Exact. Avec les mêmes partis, si tu regardes les mêmes partis qu'il y a 5 ans. Mais il y a un truc à changer, je sais pas quoi, je suis pas spécialiste, mais il y a sûrement un truc à changer, ça c'est sûr, parce que voilà, les gens sont lessivés et puis ils sont écœurés par ça, quoi. Ça... On n'y croit plus, de la politique. Mais regarde, pour le convoi de la liberté là qu'il y a eu, t'as la France Insoumise qui soutient et derrière t'avais quand même pas mal d'anciens membres d'extrême droite qui soutenaient le mouvement parce qu'en fait le mouvement du Canada qui a eu lieu avec les... C'était des pro-Trump, je crois. Ouais, c'était des pro-Trump, c'est le mouvement Canon. Et en fait, il y a une grande différence entre la France et on va dire l'Amérique du Nord pour faire complet. Ouais. C'est qu'en Amérique du Nord, ils sont propriétaires de leurs camions et c'est eux-mêmes qui décident comment ils travaillent. Ils sont patrons. Ouais, c'est un peu comme s'ils étaient auto-entrepreneurs en France. Okay. En France, t'as quasiment personne en fait qui est auto-entrepreneur en tant que poids lourd. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas vu un mouvement massif de poids lourds sur ce rassemblement. Bah oui, d'accord. Et puis moi, ce qui me dérange dans cette histoire, après ils vont s'étonner que l'extrême droite récupère ça. Mais qu'est-ce que font les centrales syndicales ? Elles dorment complètement. Elles appellent à rien. Enfin, Martinez, il appelle pas à la grève. Enfin, c'est vrai qu'ils sont vachement silencieux. Qu'est-ce qu'ils font ? Dis donc, mais même il y a plein de combats. La hausse du carburant, on va arriver à 2 € et ils disent rien. C'est dingue. Ils n'appellent pas à la grève, la destruction de l'hôpital public. Qu'est-ce qu'ils font ? Ouais, franchement, c'est vrai. On se demande où ils sont passés, quoi. Mais t'as pas remarqué un truc là ? Il y a quelques temps là, il y a quelqu'un qui parlait de corporatisme en fait au niveau des luttes. Ouais. Et en fait, si tu veux, moi je me rappelle d'un temps, tu vois, où on faisait des manifs et on espérait toujours l'arrivée des dockers ou on espérait toujours l'arrivée des gens de la SNCF, des cheminots, parce qu'on savait que eux ils mettraient l'ambiance et ils étaient plus ou moins aptes, on va dire, à faire plus ou moins le service d'ordre
d'ordre face à la police et quand tu rentres en conflit avec. Et l'autre jour, tu as eu une grève, je sais plus où, je crois, dans l'hôpital public, et tu as quelqu'un qui dit oui, mais pourquoi les cheminots ils sont pas allés et en fait, les corporations en fait ont divisé les luttes, c'est-à-dire que tu as un clan, on va dire hôpital public, un clan, on va dire port, il n'y a plus de convergence en fait. Il n'y a plus de concertation, ils se consultent pas entre eux, c'est dommage. Mais du coup, diviser pour mieux régner, c'est mieux comme ça. Ben, Macron, il a joué un joli tour de passe-passe et il y a réussi en fait. On l'a vu déjà à l'époque où il y a eu la réforme du ferroviaire. Les gens se souviennent quand même, il y a eu l'histoire des grèves perlées là, je sais pas si vous vous souvenez un petit peu, un jour sur deux, c'était un jour sur deux, je crois, ils faisaient des grèves et un jour non. Donc voilà, on a vu que ça a conduit à la défaite. D'ailleurs, les bases syndicales n'étaient pas d'accord d'ailleurs. Donc voilà. Mais de toute façon, je pense que les gens sont fatigués, ils ne se révoltent plus parce qu'il y a plein de sujets de révolte aujourd'hui, que ce soit au niveau de la liberté, je ne sais pas si vous avez que ce soit au niveau du pouvoir d'achat. Des derniers convois de grève, je ne sais pas si vous avez participé à des manifs là. Je suis passé dans des manifs là il n'y a pas longtemps là sur Bordeaux là. Putain, les mecs ils dormaient en marchant quoi. C'est pour faire des manifs. Mais ouais, non, mais c'est ça. Sans conviction, c'est pas la peine de les faire, les gars. C'est ça, les gens se révoltent plus, là, ils sont fatigués. Il y a un pouvoir qui est de plus en plus autoritaire, avec une police qui est de plus en plus violente. Ouais, donc du coup, ça dissuade des gens d'aller manifester. Moi, la dernière manif que j'ai faite, elle était plan-plan. Hein. T'avais l'impression que c'était une balade dans Bordeaux touristique. Putain, je te jure. Je pense que ça remonte un petit moment maintenant, mais la dernière. Oui, les dernières. Quand tu passes dedans. Ça dort quoi. Putain, mais les gars. Ouais, mais attends, parce que le samedi, il y a aussi des enfants aussi, il y a des familles, il faut faire gaffe. Non, pas celle du samedi, celle que t'es en semaine. Celle que t'es en semaine avec les syndicats. T'as vraiment l'impression qu'en fait, c'est devenu. Allez, on va aller marcher. On va aller marcher parce qu'il faut marcher, parce qu'on nous le demande. Il n'y a pas de suivi en fait, c'est une mobilisation comme ça, et puis après on attend je sais plus combien de mois pour refaire une mobilisation interprofessionnelle. C'est là où c'est. Et puis mais il manque peut-être des grands personnages, tu sais, on n'en a plus des grands personnages, tu vois, qui parlent haut, qui parlent fort, qui sont dans leurs convictions aussi. Il y a comment il s'appelle, Ruffin, ouais, Ruffin, lui, il parle, tu vois, avec ses tripes. Après, on est d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il dit, mais peu importe. Mais quand il parle, tu le sens, ça tremble, sa voix, il parle avec ses tripes, il va sur le terrain, il va voir. Il a fait ce film fabuleux là sur les femmes invisibles, machin, etc. Donc, tu vois, mais il manque des gens comme ça, tu vois, qui parlent avec. C'est pas avec Laurent Berger qu'on va faire peur aux gens. Mais en fait, tu vois, c'est quand même les secrétaires, enfin les secrétaires départementaux qui sont amenés à orienter en fait, si tu veux, les manifs. Et quand tu regardes aujourd'hui les appels à manifs, t'es là, tu te dis mais il y a rien en fait. C'est le gros ballon de la. Ils ont tellement eu peur aussi à cause de la crise sanitaire, d'avoir la crise économique, que maintenant ils serrent les fesses pour tu vois, pour tenir le tissu économique. Je sais pas, hein, moi je dis ça, mais je ne suis pas ni épidémiologiste ni médecin, donc. Il y a un médecin qui nous écoute. Voilà, non mais c'est pour dire que je ne sais pas, mais j'imagine que peut-être du coup il reste un petit peu en tension le temps de remettre l'économie sur ses rails, je sais pas. Après, quand même, on peut dire heureusement qu'il y a quand même des syndicats aujourd'hui quand même qui sont sans permanent. Je pense à la CNT, à Solidaire, ils n'ont pas de bureaucratie syndicale, ils n'ont pas de permanent, donc eux. Ils arrivent quand même à s'organiser, mais bon, c'est compliqué parce qu'ils sont pas majoritaires. C'est ça, dans les boîtes, ils sont pas majoritaires. Les luttes ont changé de place. Les luttes se font sur les réseaux. Les mouvements se font sur les réseaux. Tu ne défiles plus en marchant, tu défiles sur les réseaux. Les mouvements se font sur les réseaux. Ouais, ben c'est derrière une machine, tu vois. Enfin, c'est pas logique, tu vois. C'est ça qui est dommageable, parce qu'après personne se rencontre en fait. Ah oui, et puis après ça, tu vois, ça te permet aussi de plein d'extrémismes et puis de phrases dégueulasses et de choses comme ça, c'est sûr. Ouais, mais regarde, à tort ou à raison, tu vois, quand tu vois une manif aujourd'hui, quand tu regardes les débats, t'as le PC qui se frite avec la FI, t'as la FI qui se frite avec le PC, le NPA ça se frite aussi un peu. En fait, il y a que à l'extrême gauche ou à la gauche de la gauche en fait qu'on a l'impression qu'on se frite entre nous en fait. Et on a laissé rentrer des gens dans ces partis politiques qui sont issus de la classe sociale moyenne bourgeoise, et en fait ils ont miné les luttes de l'intérieur, parce que quand tu as eu des périodes où ça bougeait un peu, gilets jaunes et après gilets jaunes, où tu avais quand même les bébés qui étaient là et qui faisaient un peu bouger les choses, t'avais l'impression qu'on était des extraterrestres en fait, parce qu'on avait envie de bouger et qu'on était déterminés. Mais en fait, on
on a les hommes politiques que l'on mérite. Et regarde, on en parlait, il y a une émission l'année dernière, on faisait ça, tu sais, on parlait de Tapi, qui rentrait dans l'art, là, qui osait dire les choses vraies, même si les autres, ils n'étaient pas contents, tu vois, et face à Mitterrand, machin, ou même Chirac. Jean-Marie Le Pen. Oui, tu vois, non, mais ça, c'était des bonhommes. Enfin, je veux dire, c'était des... même Simone Veil, tu vois, il y avait du répondant derrière, il y avait de la matière. Aujourd'hui, c'est lisse. Quand il y a un débat Mélenchon-Zemmour, voilà, c'est consensuel, quoi. Ça va pas à l'affrontement. Tu vois on dirait que c'est des potes qui s'invitent, quoi. Oui, c'est ça. Je savais pas, tu me l'as appris. Moi, j'ai l'impression que depuis 2002, le Front National, quand c'est devenu comme si c'était devenu un parti normal. Oui, c'est ça. Ça a été la stratégie de Le Pen. Normal que les autres. Quoi. Voilà, toi. Ça a été la stratégie de Le Pen de se dédiaboliser en faisant croire que finalement ça avait changé, en se normalisant. Et puis il y a des grands médias qui ont suivi ça aussi, qui traitent aujourd'hui le RN comme un parti respectable. Voilà. T'as aussi le problème de la parité, parce que du coup là le parti du président, c'est que des mecs. C'est un groupuscule son parti. Il y a que des mecs dans son parti qui se présentent. Il y a que des mecs. Il n'y a pas une seule nana. T'en rends compte ? Bonjour la parité. Eh ben, on va se faire une petite pause musicale et on va revenir sur les propos de Gérard Darmon concernant Alors moi j'aime bien, j'aime bien Gérard Darmon. Je vous dis tout de suite, ça va friter. Allez. Let's do it. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. Come on, y'all. Tu parles comme un enfant de putain. Cette vie sanguine t'a rendu un peu sanguin. Tu te fais du mal comme si ça te faisait du bien. La goutte au nez comme si ça sortait du sein. Colis pigés sont tes cadeaux, pas chez Vuitton en décathlon. Jamais rien neuf, rien d'épatant. T'appelles ta vie, c'est en attente. Depuis dans l'œuf, t'étais partant devant ta glace. T'as les pattes danses, mais t'es pas dans ton karma. Prends pas de vacances. T'en veux au monde entier sans deck, pourquoi tout le monde t'en veut? T'es à ça de la lumière, les ombres portées sont grandes. Ces fils de tympan vieux entre eux font des liaisons dangereuses. Je les prends tous les jours en même temps, sinon y a pas d'enjeu. Peut-être que rien ne va pour toi car tu crois que je suis chanceux. Bordel, reprends ta vie en main, va ranger ta chambre. Seul tout sur ton chemin pensif, t'as la voix qui tremble. T'aimes à ta vie flinguée, imagine celle d'après dans le feu. Aucun trophée, aucune victoire, aucune histoire. Aucun pesos, aucun dinar, aucun vaisseau, aucune villa. Ne remplira le vide abyssal qui sévit là. Ni Elvira, ni les nuages de critical, ni même finaliser le mix. Je vais monter ou redescendre en Anunnaki. Ça pue la demeure, ranger tes mots sont unanimes. Esclave de l'industrie ou du cartel de Cali. Je vais monter ou redescendre en Anunnaki. Je vais monter ou redescendre en Anunnaki. Ça pue la demeure, ranger tes mots sont unanimes. Esclave de l'industrie ou du cartel de Cali. Je vais monter ou redescendre en Anunnaki. T'encaisses à tous azimuts, pour ça t'as l'habitude. Ta vie est un film de boulot, tu fais la figure. J'encaisse à tous azimuts, pour ça j'ai l'habitude. Je cherchais mon bonheur partout, t'étais assis dessus. Bébé, ton huc pourrait sauver tout le monde. Mais je suis égoïste et y a pas de doublon. Si tout est noir comme ces mauvais poumons, je reste dans ma bulle, je me fais sauter le bouchon. À tous les rookies, jeunes adolescents, futur Anunnaki sur la redescente. La route est longue vers les étoiles. Et plus tu montes et plus il fait froid. Progressiste, hétéro, je baisse tout. Ça m'apaise, mais finalement dis-moi ce que ça résout. J'ai toujours pas trouvé le sens à tout ça. Je veux plus penser, y a le refrain pour ça. Aucun trophée, aucune victoire, aucune histoire. Aucun pesos, aucun dinar, aucun vaisseau, aucune villa. Ne remplira le vide abyssal qui sévit là. Ni Elvira, ni les nuages de critical, ni même finaliser le mix. Je vais monter ou redescendre en Anunnaki. Ça pue la demeure, ranger tes mots sont unanimes. Esclave de l'industrie ou du cartel de Cali. Je vais monter ou redescendre en Anunnaki. Je vais monter ou redescendre en Anunnaki. Ça pue la demeure, ranger tes mots sont unanimes. Esclave de l'industrie ou du cartel de Cali. Je vais monter ou redescendre en Anunnaki.
Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio. Et ouais, on est toujours sur la Wanted Radio dans le 17-19 avec Valérie Gwen. Oui, et merci Scooby pour cette super chanson. Juste après la Saint-Valentin, c'est génial. Toujours un peu le Scooby. Attends, mais... Oh, les pauvres Valentins, qu'on les laisse en paix là, ils viennent de souffrir pendant toute une journée là. On va revenir sur un cas particulier qui a eu lieu donc dans la semaine sur France 2 avec Gérard Darmon et Éric Dupont. Maserati, c'est son surnom, pas d'école de la solidarité bourgeoise. Non, pas Moretti, hein, l'autre. Ouais, pourtant on pourrait croire que c'est les deux pareils. Chien de garde et courtisan. Hier soir sur France 2, dans l'émission On est en direct, Gérard Darmon chargeait violemment le cofondateur du site d'information Mediapart sous les rires gras et les yeux goguenards des animateurs de salon Léa Salamé et Laurent Ruquier. L'acteur se fendait d'un misérable laïus contre le journaliste. Eddie Plenel est un homme qui tremble lorsqu'il parle. C'est quelque chose d'assez troublant. Vous savez, tout et rien d'autre. Je vous reproche d'être juge et policier de temps en temps en lançant des infos, en passant des coups de fil et en donnant des choses en loose day. Passer des coups de téléphone pour recouper des sources, donner des informations, faire du travail de journalisme, c'est cela qui dérange les puissants et leurs cours. Un comble, tant il existe peu aujourd'hui de médias à forte audience qui dérangent autant le pouvoir. En gros, ce que Gérard Darmon reproche aux journalistes de Mediapart, c'est de faire son travail d'enquête et d'investigation. Un travail d'utilité publique, rare îlot indépendant au milieu d'un océan de médias inféodés aux intérêts des puissants. Ce matin, Darmon allait même plus loin sur la chaîne d'extrême droite du multimilliardaire Vincent Bolloré. L'ancien comédien se confiait sans honte au micro de Pascal Praud. Je suis déçu par les méthodes de Mediapart. J'aime bien qu'on débusque des dossiers, qu'on parle de choses dont personne ne parle. Ce que vous faites sur votre plateau, c'est news, mais pas les méthodes de Mediapart. Ce n'est même plus plutôt Hitler que le Front Populaire, mais plutôt un plateau d'extrême droite qu'une investigation indépendante. Et il continue. Éric Dupond-Moretti est mon ami, et je sais que Mediapart a essayé de lui couper la tête. Il y a de tout dans ses déclarations, mépris de la liberté de la presse, promotion d'une chaîne d'infos en continu devenue l'organe de propagande de l'extrême droite, petit arrangement entre amis et solidarité de classe de la petite bourgeoisie parisienne, et pour cause, Mediapart épinglé dans une enquête aujourd'hui l'horripilant garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Le ministre de la Justice aurait perçu 100 000 € via une mystérieuse société offshore basée aux Seychelles lorsqu'il était avocat. Société dont il n'a jamais été le conseil. Une somme avec laquelle l'ancienne star du barreau s'est empressée d'acheter une voiture de luxe à Monaco, une Maserati. C'est pour ça, je crois qu'ils ont fait le jeu de mots Dupont-Maserati. Ah oui, d'accord. On comprend mieux la bassesse et la violence de l'attaque de Darmon contre Mediapart. Les voyous sont au pouvoir et ils peuvent compter sur leur caste pour les défendre. Destituons-les. On en pense quoi de ça? Déjà, c'est pas le registre de Gérard Darmon. Hein. D'habitude, il fait pas trop dans la politique. Et puis ensuite, si de temps en temps, il gueule un peu. Et ensuite, si les faits sont avérés, s'il est condamné, je vois pas pourquoi il reproche à Monsieur Plenel de dire des choses qui sont vraies, quoi. Ça, c'est quand même le monde à l'envers. Ce qui me dérange dans ces propos-là, c'est que déjà, il met en cause Mediapart. Et Mediapart, depuis que ça existe, n'a jamais révélé une info qui n'était pas vraie. Donc je pense que c'est ce genre de médias qui le dérange. Et puis en plus, il raconte n'importe quoi. Après, ça amène la confusion dans la tête des gens. Au moins Mediapart essaie d'éveiller le débat public, de parler de choses réelles. Alors que ce qui arrange, je pense, Darmon, c'est... d'autres choses que ce qui est révélé par Mediapart. Ils n'aiment pas être en tout cas mis en cause, quoi. Oui, puis je suppose que Dupond-Moretti il est assez grand pour se défendre tout seul, non? Mais on voit qu'entre classes ils sont solidaires. Ouais, ils sont solidaires entre les bourgeois entre eux, ils vont chez les médias bourgeois des autres. On va chez Bolloré, Bolloré, notre copain, on va aller chez lui et puis on va se défendre. Et puis on a Pro qui est d'extrême droite aussi. Donc en fait ils sont solidaires entre eux, quoi. Donc, ouais, voilà, puis Dupond-Moretti, il n'est pas blanc sur beaucoup d'affaires. Il a des affaires quand même qui machin, donc il dit pas que des conneries, Plenel. Donc pourquoi lui reprocher des trucs qui sont déjà sortis? Tu vois, je comprends pas en fait. C'est qu'ils veulent en fait. Moi, je pense savoir ce qu'ils veulent. C'est une presse à leur service qui ne fait pas de vagues.
Non mais Pascal Pro, on parle de son parcours ou pas? Au FC Nantes là aussi là-bas. Quand il avait été conspué au FC Nantes et qu'ensuite il arrive dans Téléfoot. Pro, c'est une tête à claque celui-là. Moi je le dis. Mais tu sais que Pro, moi je trouve, parce que de temps en temps je le regarde, mais pas pour ce qu'il dit. Je le regarde pour son jeu d'acteur. C'est un super bon comédien. Pro. Je voudrais dire qu'il y a des pourrait faire des films, il pourrait faire des pièces de théâtre. C'est vrai que Pascal Pro, il dédicace quand même à. Il en a peut-être fait, hein. Non, mais il serait super bon. Moi, je dis, il a un jeu d'acteur génial. Ah ouais. Et quand il gueule en plateau, moi, je trouve ça formidable. Voilà, formidable. Tout d'un coup, il se met à gueuler, tu sais pas pourquoi. Mais c'est formidable. On dirait un peu le De Funès de CNews. Je voudrais quand même parler d'humoristes, là, Sébastien Toen et Cazard, qui avaient osé parodier l'heure des pros. Je sais pas si vous en avez entendu parler de cette parodie sur Winamax. En fait, c'est un site de paris en ligne, en fait. Et ils font des petites séquences humoristiques. Et ils avaient parodié en fait l'heure des pros, l'heure des pronos, où ils montraient en fait tous les débats réactionnaires. En fait, ils avaient parodié, ça avait dérangé Bolloré qui avait licencié Sébastien Toen de Canal+. Alors que Sébastien Toen sur Canal+ était là depuis, je sais pas, plus de 20 ans. Alban. Mais tu sais qu'en plus que si tu les écoutes bien, là, pro, là, ça ne fait absolument pas avancer le débat. C'est complètement dans les fake news, vide et c'est d'une vacuité terrible. D'ailleurs, tu sais. À ce propos. Mais la plupart des débats, en fait, si tu veux, tu mets n'importe quel sur toutes les chaînes de. C'est pour remplir de la case. Hein. Ouais, parce que tu vois, sur 10 mots, en fait, t'en as un qui potentiellement peut être intéressant, les autres, en fait, c'est que du vent, quoi. Mais exactement. Ouais. Et puis voilà, et c'est pour remplir des cases, en fait. C'est pour remplir des cases. Ils veulent une presse à leur service. Et ça lobotomise, hein. Il faut faire attention et c'est à regarder à petite dose, hein, avec précaution. Ouais, mais t'en as qui restent bloqués toute la journée dessus et c'est affolant. Oui, ils réfléchissent pas, du coup ils ont un son de cloche. Mais non, ils vont pas chercher. Mais en fait, t'as quand même un sacré jeu d'enfoiré dans les médias parce que au final, quand tu te fous sur RMC le matin, donc avec Bourdin et je sais plus comment elle s'appelle. Apolline de Malherbe. Apolline de Malherbe. À ce propos, on pourrait quand même la soutenir parce qu'il y a eu Darmanin qui a eu un comportement avec elle en l'intimidant, en disant vous allez voir, ça va bien se passer. Il a été obséquieux. C'est un sexy. On dirait à l'époque où il avait reçu des plaintes pour agression sexuelle, harcèlement. Ça m'a fait penser, tiens, il renouvelle l'occasion. Ouais. T'avais l'impression, tu sais, harcèlement moral, toi. Attention, hein. À l'époque, harcèlement moral, vas-y. À l'époque du roi avec le droit de cuissage. Mais tout va bien se passer, madame. Mais t'as l'impression qu'on sort jamais des débats en fait, parce qu'au final le matin sur RMC t'as les grandes gueules de la droite, parce que finalement quand t'écoutes les grandes gueules t'as jamais un propos de gauche qui sort de là-dedans. Il y a eu Anas, mais Anas a été viré parce qu'il dérangeait quand il était dans les grandes gueules. Ouais, voilà. Après tu te fous sur BFM ou sur ou CNews, là, CNews, à midi, je crois que c'est l'heure de pro, c'est ça, hein? Je sais pas, moi je le regardais le soir à 8h. Mais c'est tout le temps. Aussi, je crois. Ouais, il est fait 2 fois. Est-ce qu'il est toujours sur RTL, Pascal Pro, ou pas? Je crois. Je crois qu'il est. Il devrait partir à Europe 1, c'est plus dans sa case. Ouais, c'est vrai qu'Europe 1 est repris en main par Bolloré. Vous savez quand même qu'il y a des expériences scientifiques qui ont démontré, là, justement pour que les enfants ne regardent pas trop d'écran, que ça bousille le lobe frontal. Et le lobe frontal, en fait, c'est là où se situe tout ce qui est esprit critique, discernement et concentration. Et ce qui vaut pour les enfants vaut pour les adultes. Donc regardez à haute dose et H24 les chaînes d'infos, ça lobotomise, il faut faire gaffe. On va se faire une petite pause musicale et on va revenir. C'est bien, aujourd'hui c'est mouvementé. Aujourd'hui on aime nos journalistes à la télé. Et soutien à Edoui Plenel parce que franchement il est victime de campagne de dénigrement aussi. Et on va revenir sur les 2 sujets concernant le harcèlement sexuel et aussi sur le harcèlement qu'a subi Fanny Agostini par Jean-Jacques Bourdin. Let's do it. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. Come on, y'all. J'ai toujours rêvé d'être dans le top, sauf face à la jalousie. Rêve. Top soir face à la jalousie.
On fait du bénéf pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'adoucit. Bébé, j'peux pas t'aimer tous les jours, j'ai des plans trop juteux dehors. J'suis tout près de la quiche, t'as près du four, c'est super méchant quand on sort. Banks, ça parle dans le dos, c'est mieux qu'on se croise, hein. J'm'en irai dormir sur les Champs-Élysées, là où la nuit coûte 3 plaques. Ligo et j'peux pas me péter, ça nique mon cardio, j't'éteins ce soir. Ils sont remplis de ce vide, j'les ai cramés, j'suis en pétard. Réfé, on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qui aura changé, c'est peut-être le prix du blouson. C'est peut-être le prix du blouson, c'est peut-être le prix de la paix. Je n'ai jamais fait quelque chose que je ne voulais pas faire. Je n'ai pas fait un théâtre que je n'aimais pas. Je n'ai pas travaillé pour l'argent, mais j'ai aimé gagner de l'argent. La différence, elle est là. C'est là où je ne vais pas travailler pour de l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien. C'est une œuvre de bienfaisance, bien sûr. J'apprends toujours quelque chose. Je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Je ne me suis jamais endormi un soir de ma vie sans apprendre quelque chose. Chef, j'ai toujours rêvé d'être dans le top sur face à la jalousie. On fait du bénéf pour le confort, y'a que le bon Dieu qui m'adoucit. Bébé, j'peux pas t'aimer tous les jours, j'ai des plans trop juteux dehors. Tout près de la quiche, t'as près du four, c'est super méchant quand on sort. Ça parle dans le dos, c'est mieux qu'on se croise, hein. J'm'en irai dormir sur les Champs-Élysées, là où la nuit coûte 3 plaques. Ligo, j'peux pas me péter, ça nique mon cardio, j't'éteins ce soir. Ils sont remplis de ce vide, j'les ai cramés, j'suis en pétard. Réfé, on arrivera sur le trône un peu blessé. La seule chose qui aura changé, c'est peut-être le prix du blouson. Tout se passe comme prévu. Peut-être le prix du blouson. Tout ça c'est le destin. Chef. Après ça on devient des chefs. Ouais. Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio. Et ouais, on est de retour sur la Wanted Radio dans le 17-19 avec Gwen, Valérie et Scooby. Et on va aborder donc le sujet de Fanny Agostini, la journaliste qui porte plainte contre Jean-Jacques Bourdin pour tentative d'agression sexuelle. L'enquête elle a été confiée par le parquet de Paris au commissariat du 16e arrondissement. Et une enquête interne a été ouverte par Altis, maison mère de BFM et RMC. Cette ancienne présentatrice météo de RMC BFM TV qui est passée par Thalassa qui et aussi sur TF1 il me semble, mais ça je vais dire en suivant, participe donc à un open de pétanque à Calvi en Corse où Jean-Jacques Bourdin est lui aussi convié. Et donc un matin elle nage dans la piscine de l'hôtel et Jean-Jacques Bourdin se serait rapproché très rapidement, l'aurait attrapé par le cou sur le côté et l'aurait attiré vers lui brusquement en essayant de l'embrasser à plusieurs reprises. Prise de court, elle dit n'avoir pas crié mais s'être débattue et être parvenue à sortir de l'eau. Et en plus il a des propos dégueulasses puisqu'elle explique qu'il lui dit une phrase: tu me tentes tous les matins, j'aime ton regard. Donc Jean-Jacques Bourdin, elle continue donc son témoignage, explique qu'il obtient toujours ce qu'il veut. Une phrase qui a ponctué ses cauchemars pendant des années et que Fanny Agostini dit avoir vécu comme une menace de la part de quelqu'un qui avait un ascendant hiérarchique. Elle assure ensuite qu'entre septembre 2014 et le printemps 2015, l'animateur lui a adressé au milieu d'échanges professionnels de nombreux messages à connotation sexuelle, comme celui du 27 novembre 2014 que Mediapart dit s'être procuré, reçu sur son mail professionnel, donc la phrase que je viens de dire: tu me tentes tous les matins, j'aime ton regard. Bourdin n'a pas répondu à Mediapart qui dit l'avoir sollicité sur tous les témoignages. La journaliste Sidonie Bonnec, animatrice sur France 2 et France Bleu, témoigne aussi dans Mediapart. Jeune journaliste désirant faire de la radio, elle est conviée à un festival à Calvi par Jean-Jacques Bourdin en 2010 et l'animateur, selon les dires de la jeune femme, lui assure qu'elle sera logée à l'hôtel. Mais avant le départ, il l'aurait appelé pour lui dire que l'hôtel est plein et que par chance, entre guillemets, il a une villa avec un ami. Il aurait ajouté: il y a une piscine, n'oublie pas ton maillot de bain. Cette phrase m'a coupé les jambes, dit-elle à Mediapart. Ce n'était plus du tout professionnel.
Arrivée à l'aéroport avec son compagnon, elle raconte avoir aperçu Jean-Jacques Bourdin qui se serait contenté de leur adresser un salut de loin. Après cela, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Évidemment, je n'ai jamais eu le job, souligne-t-elle. C'est quoi cet ascendant là de Jean-Jacques Bourdin sur les journalistes? C'est des ailes le garçon Ah ben moi je pense que c'est un abus de pouvoir. Il se sentait intouchable, donc il profite de son pouvoir pour faire du harcèlement sexuel. Et moi ce que je trouve d'intéressant dans ces affaires-là, c'est que la parole se libère. C'est-à-dire qu'il y a les femmes osent témoigner maintenant. Ça quand même c'est une évolution. Ouais, donc, ça c'est bien. Parce que tout le monde témoigne. Et depuis d'ailleurs, Jean-Jacques Bourdin n'est plus sur BFM, surtout, a été mis à pied de BFM. C'est surtout dégueu de te dire que quand tu vas dans ton boulot, tu risques pas qu'on t'emmerde à cause de ça, quoi. Toi, tu vas faire ton boulot en tant que professionnel, éthiquement professionnel. Donc, tu es une journaliste et puis c'est tout, même si tu es en jupe ou machin. Et t'es pas à l'abri de te faire emmerder. Parce que justement, tu es une journaliste et que tout d'un coup, tu plais à un mentor ou à un mec qui l'a flashé sur toi. Moi, je trouve ça, c'est dégueulasse en fait. C'est dégueulasse. Il y a ce côté aussi de l'âge en fait. Moi ça m'a toujours perturbé de me dire qu'un gars qui a 60 piges va s'intéresser 72 Non mais à cette époque-là défait 60 va s'intéresser à une nénette qui en a 20 quoi. Mais ça c'est, je veux dire, c'est l'arrogance et la prétention. Quand on dit amène à tout ce que tu veux, il doit être sûrement quand il va dans les restos, il doit avoir la meilleure table ou je sais pas quoi, enfin bon bref, j'imagine que voilà. Et ben du coup t'as l'impression que tout le monde est dans le même trip que ça. Et donc du coup après c'est quand les gens disent non que c'est comme des gosses capricieux, et ben t'es viré, voilà. Mais moi je trouve ça dégueulasse en fait, parce que du coup les femmes dans des milieux qui sont très machos comme ça ou misogynes, et ben du coup elles peuvent pas faire leur boulot de manière sereine. Tu vois, elles ont une pression supplémentaire. Comment je vais m'habiller, comment je dois parler, est-ce que ce que je vais dire, ça va être interprété de telle façon ou pas telle façon, donc je vais mesurer ce que je dis, est-ce que je souris, est-ce que je souris pas, et si je souris, comment il va le prendre, est-ce qu'il va prendre ça comme une avance, enfin, tu vois, mais c'est terrible, quoi. Je veux dire, tu peux pas bien travailler quand tu es dans une pression comme ça, c'est pas possible. Mais psychologiquement, ça doit être usant, tu vois. Mais bien sûr, tu te rends compte, si à chaque fois que tu dois mesurer ce que tu dis, que tu dois faire attention comment tu es habillé, tu dois faire attention comment tu te comportes aussi, ta posture, tu vois, est-ce que si je sais pas moi, tu trinques avec lui, il va prendre ça pour un oui, tu vois, et dire ah oui mais t'as trinqué avec moi alors, non mais ça devient délirant quoi, alors qu'il ne devrait pas y avoir ce genre d'intention entre collègues quoi. Enfin je veux dire, à part bon mais c'est la Saint-Valentin, lundi c'était la Saint-Valentin, si t'as un coup de foudre pour ta collègue et que tu la demandes en mariage, ok, ça peut arriver les histoires d'amour même sur le, mais pas ça ne devrait pas, ça, même pas l'intention. Tolérance zéro, on dit tolérance zéro pour l'alcool, mais là ça devrait être aussi tolérance zéro. Ça ne se fait pas, c'est pas correct, c'est pas voilà, c'est une question de savoir-être et de savoir-vivre. On n'est pas des bêtes quand même. Et puis t'as quand même peut-être des endroits aussi où la drague se fait peut-être plus sympathiquement que dans ton lieu de travail. Ton lieu de travail, t'es là pour bosser, gagner ton fric. Mais oui. T'es pas là pour forcément chasser le premier cul qui va passer, quoi. Mais bien sûr, bien sûr. Mais bon, je suppose qu'il doit passer énormément de temps au niveau de son travail, donc il est peut-être plus sur son travail que dans ses loisirs. Enfin, mais rien n'excuse ce qu'il a fait, rien. Au début de l'histoire, sa femme est quand même montée au créneau pour le protéger et l'excuser de tout. Hein. Bah, mais ça, ouais. Mais d'ailleurs, dans cet article, en même temps, c'est sa femme, alors. Il dément pas d'ailleurs ses affirmations, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il ne dément pas, il dit même pas c'est pas vrai ou quoi, il réagit pas, donc ça montre bien que ce qui est révélé là-dedans est vrai. Et la réalité des choses. Mais il y a quand même, parce que tu vois, moi, les Saint-Valentin en général, tu vois. Je trouve que c'est une forme de soumission aussi. C'est-à-dire que tu vois, les couples vont s'offrir des cadeaux, des restos, des chambres d'hôtel, machin, etc. Et à travers ça, je trouve qu'il y a une forme de soumission du tiens, on fait un cadeau, donc ce soir, chérie ou mon gars, tu passes à la casserole.
Ah ouais, tu crois? vois, ouais. Non, mais tu vois, j'ai cette impression-là, tu vois, que la Saint-Valentin, c'est un peu en train de virer à ça, tu vois. C'est un peu commercial, c'est sûr. C'est même très commercial, la Saint-Valentin. Après, t'as pas besoin du 14 février pour te rappeler à la personne que tu aimes. Tu le fais tous les jours, que tu lui prouves que tu aimes, que tu sois un garçon ou que tu sois une fille, bien sûr. Après, de mettre une pression, je sais pas, ça va un petit peu loin. Moi, ce qui me révulse au-delà du comportement, c'est de dire que non seulement nous, en tant que nana, on a une inégalité au niveau des salaires, puisqu'on est moins bien payé, mais en plus on a une inégalité parce qu'on peut devenir la proie à des pulsions sexuelles qui n'ont pas lieu d'être dans un milieu de travail, tu vois. Les mecs, oui, mais si vous savez pas vous contenir, vous allez consulter. Allez consulter, voilà, parce que c'est pas normal de subir de ce genre de pression, quelle que soit la pression d'ailleurs, harcèlement moral, harcèlement sexuel, enfin voilà, c'est inadmissible quand tu viens taffer d'avoir en plus, tu vois, des comportements d'évitement, de venir avec la peur au ventre et de te dire tiens, est-ce que je vais m'en sortir aujourd'hui? Non mais c'est complètement dingue, quoi. Et on en vient au deuxième fait divers en fait qui parle en fait de ces agressions sexuelles. Puisque un policier insulte une femme victime d'agression sexuelle, une enquête est ouverte pour injure non publique. Alors c'est passé sur les bandeaux de la chaîne de télévision. Apparemment il a été suspendu. Donc une enquête pour injure non publique a été ouverte après la plainte d'une femme pour dénoncer une agression sexuelle à Paris et traitée de pute par un policier rapporte le parquet de Paris. Alors j'étais pas au courant de tout en fait, puisque je crois que ça s'est fait aujourd'hui. Donc la peine encourue, une amende de 1 500 €. La jeune femme de 34 ans avait déposé une première plainte dans la nuit du 4 au 5 février auprès de policiers du commissariat des 5e et 6e arrondissements de Paris pour agression sexuelle en état d'ivresse, a précisé Mediapart. Darmanin souhaite la révocation du policier. Un policier de ce commissariat l'avait rappelé à la mi-journée et lui avait laissé un message vocal pour lui demander de venir compléter sa plainte. Croyant avoir accroché, on entend dans un message vocal plaisanter avec une de ses collègues et insulter la jeune femme à plusieurs reprises. Cette affaire a suscité de nombreuses critiques, notamment au sein des milieux féministes qui dénoncent régulièrement la mauvaise prise en compte par les forces de l'ordre des victimes de violences sexuelles. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a estimé mercredi que ce policier n'avait plus sa place au sein de la police nationale. Le préfet de police Didier Lallemand a lui condamné des propos inadmissibles et annoncé avoir saisi l'IGPN. Une enquête administrative a été demandée, donc comme je vous l'ai dit, là il a été suspendu de ses fonctions. Mais voilà, c'est en fait le résultat d'une politique en fait ultra sexiste dans notre société, dans une période où on a des Zemmour qui ont des propos sexistes dans le débat public. Son assistant Éric Zemmour qui est visé par une plainte pour agression sexuelle aussi. Ça aussi, ça n'a pas fait les gros titres dans la. Il y a lui tout court, je crois. Lui aussi, il y a eu des révélations aussi de Mediapart aussi pour harcèlement sexuel. Mais ça pose le problème de dire quand c'est que, en tant que nana, tu as le droit de dire non. Ça passe bien, et quand c'est que en tant que nana t'as pas le droit de dire non parce que ça plaît pas au mec ou ça passe pas, c'est ça, mais t'as le droit de dire non quand tu veux, que tu sois bourré, que tu sois en mini-jupe, que tu sois en jogging ou en tenue de ski avec des moonboots et une cagoule, tu peux dire non quand tu veux, c'est ton droit, et les mecs en face, ils ont rien à dire. C'est non, et puis c'est tout. Quoi, il n'y a pas de réflexion débile à avoir. Ah ben oui, mais elle était bourrée. Et eux, quand il faut une connerie qu'ils sont bourrés, non mais ça devient impensable. C'est comme si, tu vois, ils essayaient de trouver des excuses. C'est dingue, quoi. C'est cautionné tout ça. Ouais. Mais oui, c'est cautionné. Mais ça fait pas d'ailleurs les gros titres des chaînes d'info. Ils préfèrent de parler d'autre chose que de ça d'ailleurs. C'est comme le policier qui est encore en fuite, qui a toujours pas été retrouvé d'ailleurs à ce propos. Non mais alors par contre tu vois, c'est bien d'en parler puisque l'arme de service et 2 chargeurs ont été retrouvés dans la voiture de ce policier là qui est toujours en fuite. Donc déjà peut-être qu'il a plus, il a peut-être plus son flingue avec lui ni les 2 chargeurs. Donc déjà peut-être que on va éviter notre meurtre. Donc mais effectivement il y a un moment donné où ça bug en fait dans notre société sur le harcèlement en fait. Tu vois, moi je prends l'exemple c'est le respect de la limite, hein.
On n'a plus le respect de la limite de l'intégrité de la personne. Voilà, ça, c'est quand elle dit non, c'est non. Et il y a des propos, il y a des gestes qui ne se font pas. Il y a des questions qui ne se font pas, tu vois. Mais alors, ça, c'est à moindre propos. Mais moi, pour être allé sur certains sites de rencontres, mais les hommes, certains hommes, ils y vont franco, tu vois. Mais je leur dis, mais on se connaît pas. Là, tu rentres dans mon intimité. Mais ça les choque pas, tu vois. Donc il y a aussi ce problème les applis de rencontre, c'est vraiment connu pour ça, quoi. C'est pour baiser, quoi. Enfin, il faut être clair, quoi. Oui, mais même pour. Mais d'accord, mais même pour baiser. Quand j'y vais dessus, c'est pas pour. Mais même pour. D'accord, mais même pour baiser, il y a des questions qui ne se posent pas. C'est hyper invasif comme question. Donc c'est le respect de la limite. C'est t'as combien de gosses, t'as la taille, tu mets des chaussures à talons, mais c'est quoi ces questions? Mais c'est quoi, tu vois? Donc les gens n'ont plus cette notion de la limite de l'autre, de l'intégrité de l'autre. Donc ce qui se retrouve sur les réseaux et dans les applications, tu le retrouves dans la réalité des faits. Si sur les réseaux, nous aussi les femmes, on répond à ce genre de questions qui sont extrêmement invasives et qui n'ont pas lieu d'être et que t'as pas à répondre, après les mecs ils le font dans la réalité, ils s'attendent à ce que tu répondes. Donc c'est hyper grave. Est-ce que tu peux faire des signalements en cas de... Oui, bien sûr, tu peux faire des signalements. Mais moi, je pense que les gens n'ont plus cette notion de la limite de l'autre, du respect de l'espace de l'autre. Mais est-ce que t'as pas un site, toi, qui est plus sécure, en fait? Non. En particulier, ou c'est tous les mêmes, en fait? C'est tous les mêmes. Il n'y a pas de site plus sécure. Tu as tous les sites où ils disent que tu peux les signaler, etc. Mais je veux dire, ils ont cette... et c'est tout de suite, c'est même pas bonjour, tu vas bien, tu as passé une bonne journée. C'est bonjour, tu mets quoi? Tu mets des culottes petit bateau? Mais tu te dis, mais oh mec, on se connaît pas. Je vais pas te... Ou t'as des photos de toi, mais oh mec, je suis pas... Tu vois, tu comprends, il y a plus ce respect de limite de l'autre. Et donc c'est ça qui pose le problème, en fait. Est-ce que tu n'as pas ce défaut de cette société de consommation où, bien sûr, tout est consommable. On en parlait il y a quelques émissions de ça, où les humains se consomment, en fait. Mais oui, mais tout est consommable. Et là, tu consommes, parce que regarde, quand tu vois les trucs, là, tu vois les moi, j'y vais pas, donc je te laisse, en fait, m'en parler. Voilà, alors, tu as les visages qui défilent, en fait, tu vois. Et puis, ça, c'est Badoo, c'est ça? Oui, t'as Badoo, t'as Tinder, t'as Fruits, enfin, ils sont tous à peu près sur le même la même façon. Donc, tu vois les images qui défilent comme ça, tu vois. Et donc, tu peux les zipper à gauche, là, à gauche, t'aimes bien, à droite, tu mets des cœurs, etc. Mais c'est comme si tu faisais ton marché. Oui, lui, non. Et c'est que sur de l'apparence. Parce que c'est une photo. Si la photo, elle est bien retravaillée, moi, j'ai eu déjà des mauvaises surprises. Hein. La photo, elle est hyper bien floutée, tu vois, tu l'as fait faire chez un pro. Et puis après, il t'envoie des photos de lui en train de travailler. Tu t'es dit, mais c'est ton frère. Tu m'envoies des photos de ton frère aîné, c'est ça. Il y a un problème. Et après tu dis tu vois, il t'envoie mais tu hésites. Ben oui, j'hésite, c'est pas la même personne. Tu vois, et il trouve ça bizarre. Mais il faut être réaliste. Donc en fait, tu vois, c'est un monde aussi de consommation. Et si tu consommes pas dans la journée ou dans la semaine, les mecs on est extrêmement nombreux. Moi, je suis... d'ailleurs, de toute façon, c'est simple. J'y vais de temps en temps. Je reste, je te dis, je tiens 24 heures. Après, je supprime mon compte et je me barre parce que c'est effarant. T'es liké à des centaines de fois et encore, moi, j'ai pas le physique de Charlize Theron, donc ça va. Je me dis, mais s'il y a une blonde, voilà, Charlize Theron se met sur ce site, mais elle fait péter le compteur. C'est pas possible. Moi, je vais te dire, moi, quand j'y vais, c'est pour niquer dans l'heure, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Pas de... Mais ce n'est pas ce que... Pas son temps, quoi. Oui, mais je suis désolée, à ce moment-là, ce n'est pas ce que vendent les applis. Les applis, elles te vendent de l'amour romantique, de la rencontre, de la machin. T'as même des stats, tu vois, par exemple sur Fruits, tu mets je veux juste boire un verre, ou je veux juste discuter, ou même je veux niquer. Comme ça, c'est franc, c'est clair. Mais t'en as combien qui mettent je veux juste boire un verre, et qui au bout de 2 phrases te dit bon, alors, t'as 1 heure là devant toi. Mais, tu vois, tu comprends, donc tout est biaisé et tout est dans la surconsommation. Et en fait, moi je me dis, mais moi je sais pas faire ça.
Tu vois, je sais pas. Les gens ne savent plus prendre le temps de découvrir l'autre et de respecter ses limites. Et pourtant, tu sais, bon, il y a très longtemps, les gens, bon, d'accord, ils mettaient 5 ans avant de s'embrasser et 10 ans avant de se marier. Donc, c'était un peu l'extrême inverse. Mais ils faisaient la cour. Tu vois, ils essayaient de découvrir l'autre. Tu vois, ils essayaient de savoir qu'est-ce qui les intéresse et tout ça, etc. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Tu baises et après, si tu as bien baisé, eh ben, j'essaie de voir si tu es intéressante dans ta vie, qu'est-ce que tu fais, tes loisirs, machin, etc. Et voir si ça peut se construire un truc comme ça. Donc c'est devenu du consommable. Et encore, souvent maintenant, c'est au bout de la 3e ou 4e baise, on commence à discuter. Oui, peut-être. Moi, j'y vais pas jamais. Alors de toute façon, tu dis, en restant 24 heures... Il témoigne. Il témoigne. Je partage aussi mon expérience du truc. Hein. Non, mais attends, voilà. Mais tu as raison. Moi, je te dis comment je l'utilise. Il y a un autre truc, moi, qui m'a, puisqu'on en parle, alors parlons-en, moi, qui m'a effaré. Un truc, bon, alors je suis pas une spécialiste, vu que je reste que 24 heures à chaque fois. Le nombre de mecs mariés. Oui. T'as même une application pour les. C'est hallucinant. T'as même une application de rencontre pour quand t'étais déjà marié. Ouais, non, mais ça fait peur. C'est hallucinant. Le nombre de mecs mariés, c'est hallucinant. Et ils te le disent, hein. Ça te dérange pas? Je suis mariée, mais je cherche comme ça une sex friend, une relation suivie amicale. Ça te dérange pas? Je dis, mais moi non, ça me dérange pas. Mais toi et ta femme, ça la dérange pas que tu sois là? Non mais... C'est d'une hypocrisie extraordinaire. Bon, Valérie, en tout cas, t'as besoin d'une pétée. Enfin, t'as besoin de rencontrer quelqu'un pour. Oui, de normal, en vrai, voilà, de trucs bien, quoi. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, Valérie cherche l'amour, voilà. Voilà. Mais rappelle-toi du logo de Adopt. Si on peut aider. Rappelle-toi du logo d'Adopt un mec où c'était en fait l'homme qui était dans le caddie, quoi. Ouais. Mais ils l'ont changé d'ailleurs. Cette année, ils l'ont changé. Justement, ils font quelque chose qui est un peu plus romantique. Ils ont enlevé un mec, ça s'appelle maintenant Adopt. Juste. Voilà, Adopt. Voilà, c'est plus un mec, ça s'appelle Adopt et il n'y a plus de. Adopt un truc. Il n'y a plus de chariot. T'as l'autre là qui a l'air d'être un peu plus, on va dire, respectable. La mythique là, non, c'est pas. Ah ouais, non, mais attends, mais moi je vais pas payer pour. Ah ouais, faut payer là. Mais oui, j'ai pas payé pour. Parce que, alors, en plus, tu vois, regarde, c'est ça qui est rigolo en fait. Tu vois, parce que moi je suis allée sur Disons demain. Parce que moi j'ai des copines, tu vois, des fois je me demande si c'est vraiment des copines parce qu'elles me disent va là, machin. Je dis, mais tu t'es fou de ma gueule. Bon, bref. Donc il y en a une, elle m'a dit, et c'est Disons demain, ça a l'air bien. Donc Disons demain, c'est au-dessus de 50 ans, etc. Mais tu vois, tu cliques. Mais non, parce que il faut qu'en face l'autre il clique aussi. Et s'il clique pas et ça ne matche pas, on peut pas se parler en fait, tu vois. Et si tu veux voir les gens qui t'ont envoyé, qui t'ont cliqué, quoi, il faut que tu payes. Autrement, tu vois des gens flous, tu sais. Ah ouais, c'est vachement pratique. Donc voilà, donc tu peux t'amuser. Moi. Il y a des moments, je cliquais tout le temps. J'ai dit, je vais peut-être tomber un moment sur qui va cliquer. Mais c'est super violent parce qu'au bout d'un moment, tu déprimes. Tu te dis, putain, j'en ai passé 5 ans, il n'y en a aucun qui a cliqué. Tu te dis, waouh! Voilà, et là tu déprimes et tu vas dans ton frigo et puis c'est le chocolat et c'est la Häagen-Dazs et voilà, t'es au fond du trou et tu es sur ton canapé. Non mais bon, voilà, moi je ne sais pas faire ça et je refuse de le faire maintenant parce que je trouve que ça n'a plus la fraîcheur et ça n'a plus l'aura de Alors vous savez, pour ton anniversaire, on ira chez Dorsal Store, on t'offrira un cadeau. Et toi Gwen, tu vas sur ces applis ou pas du tout? Il est sage, Gwen. On va se faire une petite pause musicale et ensuite on va revenir sur la mobilisation de Robert Piquet où vous êtes allés tous les deux. Oui, on était. Et Valérie a pris la parole. Oui, j'ai pris la parole. Eh ben c'est parti. Sur Wanted Radio, le hip-hop, c'est non-stop. Ok, prépare les valises, ma jolie. Tout ça c'est fini. Je vais te faire kiffer les week-ends, ma jolie. Elle me parle plus du quartier, du shit, de la police. Toute la semaine comme le J en folie. Je fais des cendriers, canettes dans l'OG.
Conti. J'passe les vitesses aux palettes vers Conti. Vas-y, garde-moi la barrette, là j'suis en Conti. Comme à l'ancienne, j'mets le polo crocodile. Bronzage doré à l'huile de cocotier. Voyager jusqu'au Nirvana. Hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama. Faire un petit pétou sur le mont Fujiyama. Faire le tour de la Thaïlande dans 500 Yamaha. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Que je dépense, rejoins devant la défense. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. J'prends Uber Eats du Calais au Georges 5. À la Ribéry, j'mange des entrecôtes à 1005. J'vais faire un tour, j'suis sans casque en 125. J'suis dans la kiffance, j'me sens plus d'attendre le 5. J'fais plaisir à ma mère, dans le ménage elle a trop souffert. Ma mère c'est ma reine, j'la laisse même pas mettre les couverts. Quand j'étais en galère, elle me dépannait à découvert. Dernier Range Rover, que je rentre le toit ouvert. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Que je dépense, rejoins devant la défense. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Voyager jusqu'au Nirvana. Hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama. Faire un petit pétou sur le mont Fujiyama. Faire le tour de la Thaïlande dans 500 Yamaha. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Que je dépense, rejoins devant la défense. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Que je dépense, rejoins devant la défense. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Toute l'actu, tous les débats, c'est le 17-19 avec Alban sur Wanted Radio. Et oui, toujours sur le Wanted Radio pour le 17-19, vous vous apercevez donc que l'on vit dans une société de chacalerie parce que, ben voilà, que ce soit dans le travail, les réseaux sociaux, la vie de tous les jours, les femmes n'arrivent pas à être libres de leur mouvement ni de leur corps. Faudrait qu'elles soient habillées d'une certaine manière pour plaire à ces messieurs. Je suis aussi un monsieur, mais voilà, je sais me tenir, tu vois, j'ai des collègues féminines, j'ai des amies filles aussi, et tu vois, c'est pas pour autant que, parce qu'elles auront mis un jour une petite jupette parce qu'il fait chaud en été, on va leur sauter dessus, hein. En même temps, nous aussi, on aimerait bien se mettre en jupette en plein été plutôt que. T'as les kilts. Ouais, les kilts plutôt que de se mettre en jean ou au Saint-Aubin. Ouais. Et plutôt que de avoir chaud, en fait, elles ont peut-être un petit peu raison de se découvrir aussi. Et donc, il y a eu aussi une agression là du côté de la Bastide, du côté du jardin botanique où en fait apparemment il y a rien de sécure puisque c'est la 3e fois où ça arrive, avec 3 victimes différentes et donc une jeune fille qui se fait agresser en rentrant chez ses amis. La personne est alcoolisée à la quarantaine d'années, se met à lui toucher les parties intimes à travers le pantalon et heureusement que ses cris ont permis à ses amis, à cette fille-là d'intervenir rapidement et de faire en sorte que la police interpelle le garçon et en fait le monsieur et ce monsieur-là, en fait ils ont attendu le dégrisement pour pouvoir l'interroger et ça a duré longtemps et pour l'instant il n'y a pas eu de jugement ou autre. Il est récidiviste ou pas? Ouais, apparemment il est récidiviste donc mais voilà, en fait on a envie que l'on soit dans une société où les gens puissent vivre libres en fait sans se faire sauter dessus. En fait je pense que c'est quand même le principal de nos vies et puis voilà, ces histoires d'hommes mariés, en fait t'as des sites maintenant pour se tromper en fait, internet, donc c'est on va loin en fait dans la perversité sociale dans laquelle on vit.
La libération sexuelle, c'est normal, fallait que ça arrive à un moment donné, mais alors là, on est vraiment en train de partir... On est dans une hypocrisie de tout, des sentiments, des gens, tout le monde joue un rôle, met des masques, fait semblant d'eux. Voilà, les gens font semblant d'eux. Il y avait eu, avec le confinement, tu sais, il y avait eu une statistique, il y avait eu une étude où tu avais plein de couples mariés qui ne se sont pas supportés pendant le confinement, puisqu'ils étaient 24-24. Et donc, ils avaient décidé il y en a beaucoup qui avaient décidé de se séparer après, mais il y en a beaucoup qui le font pas. Parce que moi j'avais posé la question justement sur un site comme ça à un jeune homme, j'ai dit je vais me renseigner, tu vas me dire pourquoi ils restent ensemble alors que... Et il m'avait dit c'est pour la maison, parce que c'est plus pratique, la maison, les enfants, et deux aussi, c'est aussi parce que le qu'en dira-t-on, tu sais, le jugement des autres, des collègues, des parents, etc. Et puis trois, c'est plus confortable, tu vois. Ils font leurs affaires la journée et le week-end, ils passent le week-end avec leur femme. Mais c'est une hypocrisie. Moi, je suis peut-être une intégriste et une romantique, mais moi, je trouve ça insupportable. Et on va parler du mouvement où vous vous êtes rendu à Robert Piquet pour savoir un peu comment ça se passe et comment évolue la situation. Alors, il y a eu un rassemblement il y a 2 semaines à la station Esso, là où il y a les travaux de Cogedim. On vous en avait parlé il y a quelques semaines. C'est la construction en fait de plus de 220 logements. Oui, 22 mètres de haut. 22 mètres de haut qui vont creuser en sous-sol avec des il y a des qui vont attaquer les nappes phréatiques. C'est dans le cadre du projet Baya en fait. Le projet Baya, c'est un regroupement de l'activité de Robert Piquet sur le site de la clinique Bagatelle. Sauf que dans cette histoire, il y a eu des arbres qui ont été déclassés pour être abattus en fait. Oui, il y avait pour construire des logements, pas pour construire un hôpital. Non. La problématique qui se passe dans ce projet, c'est qu'on perd Robert Piquet qui a un espace de 25 hectares avec des services ultra performants comme l'héliport, comme les services sur le nucléaire, radiobactériologique, je crois que ça s'appelle ce service-là, qu'on n'aura plus. On a un bloc opératoire qui marche, qui a été redimensionné il y a quelques années aussi. Et puis c'est surtout pour recevoir les gens, quoi. Il n'y a pas assez de place à Bagatelle pour recevoir, la population. Qui est de 7 hectares. Et ils font croire dans le cadre de ce projet qu'on va accueillir 40 000 urgences. On ne rentrera pas 40 000 urgences sur le site de Bagatelle, alors qu'il va y avoir les logements. La route de Toulouse, il y a de plus en plus de monde. Oui, bien sûr. Les ambulances qui vont passer. Les voitures des gens qui habitent dans la résidence iconique. Il suffisait de voir, là, il y avait un centre de vaccination. Tu n'arrives pas à te garer à Bagatelle pour aller au centre de vaccination. Et les travaux ne sont pas terminés. Donc c'est une gageure. Qui va disparaître, ça aussi. C'est le service vaccination voyageurs, où il y a beaucoup de gens qui vont dans ce service. À noter aussi que dans le cadre de ce projet, il y a eu une enquête publique, qui a enquêté pendant plusieurs périodes, qui a analysé le projet et qui est arrivée à la conclusion, qui a rendu un avis défavorable, où la commissaire enquêtrice voit à travers ce projet l'opacité totale de ce projet. Alors après, moi c'était totalement opaque. Oui, il y a ça, mais il y a des montages hasardeux. Il y a un endettement aussi de Bagatelle. Bagatelle ne va pas bien. Un endettement de 18 millions d'euros quand même. Il faut et il y a un cadre de vie qui est détérioré, mais à vitesse grand V. Parce que autant le parc pouvait servir d'espace de convalescence pour les malades, et bien sûr que ça a été établi des milliers de fois que les espaces naturels, regarder des arbres, aller se promener dans les bois, et bien ça accélère la guérison et ça fait du bien au moral, et donc du coup les gens se sentent mieux et donc du coup guérissent plus vite. Là ils vont avoir face à eux une tour de 22 mètres de haut, ce qui entraîne aussi une augmentation de la chaleur, donc un point d'îlot chaleur qu'il n'y avait pas, puisqu'il y avait une mini forêt qui faisait de l'évapotranspiration et qui rafraîchissait et l'hôpital et les usagers et les riverains du quartier. Là ça va être les peu d'arbres qui restent vont être contraints entre les immeubles de Bagatelle et l'immeuble iconique. On le voit déjà, voilà, et ils
penche, et donc du coup, il ne va plus y avoir de rafraîchissement, ça sera fini. Le courant d'air qu'il y avait tous les étés qui rafraîchissait l'espace, il n'existera plus pour les enfants de la crèche, etc. Donc c'est une hérésie. Et non seulement c'est une hérésie, mais par contre c'est aussi... pour ceux qui souhaitent s'y rendre et aller voir sur place et y aller de temps en temps, c'est un laboratoire à ciel ouvert de l'impact d'un chantier sur les arbres. Voilà. Parce que les arbres sont en train de dépérir. On a attaqué leur système racinaire, on a bousillé leurs branches, on n'a aucun égard dans la construction. S'il faut faire passer la machine, la machine contre l'arbre, c'est l'arbre qui pomme et c'est l'arbre qui prend et donc du coup c'est lui qui doit s'effacer contre la machine. Si la machine doit passer, elle passe. Et donc du coup là vous allez voir que en fait vous pouvez venir voir ce laboratoire à ciel ouvert du dépérissement d'un arbre attaqué par un chantier. Voilà, ce que ça fait d'avoir un chantier à côté d'une forêt et d'un EBC, vous allez pouvoir voir la progression du dépérissement des arbres. En plus, ils vont élargir la voie, donc ils vont mettre des stationnements supplémentaires. Donc les arbres qui sont déjà, leur espace est déjà extrêmement rogné, vont être encore plus rognés et encore plus contraints. Il y a des cèdres, il y a des cèdres centenaires. On se demande dans quel état ils vont finir, mais comme ça, voilà, plus personne ne pourra dire que un chantier de construction n'impacte pas sur la vie des arbres. Là, vous avez en direct tous les jours, 24 heures sur 24, l'impact d'un chantier sur des arbres de 60 ans et sur des arbres centenaires. Parce que les précautions ne sont pas prises et parce que l'arbre, de toute façon, il n'aura jamais le droit de vivre face à une construction immobilière. Aujourd'hui, c'est ça. Quoi qu'on en dise, la charte de l'arbre, le discours vert, le machin... Bordeaux Métropole qui parle d'1 million d'arbres. Parce que non, mais Talence, ils ont fait aussi un genre de ça c'est ma casquette GNSA, mais ils ont aussi envoyé à tous leurs administrés un petit fascicule avec Talence verte et tout ça, et pour relouer leurs produits de renaturation, etc. etc. Le maire, il n'a pas répondu. Et il a dit que de toute façon les arbres ils allaient vivre et puis qu'on allait compenser, ils allaient replanter avec des mini trucs, on ne sait même pas s'ils vont vivre la compensation. Dans les termes d'une compensation, il faudrait que vous plantiez le même arbre du même âge, de la même hauteur, de la même valeur, de la même force et de la même qualité des écosystèmes. Ce qui est carrément impossible. Donc ce n'est pas de la compensation qu'ils font, c'est de la pseudo-réparation. C'est du greenwashing. Voilà, ils essaient de réparer ce qu'ils ont détruit. Et donc du coup, après on peut vous dire ouais mais à Talence on est vert. Mais vous êtes vert de quoi? Vous êtes en train de laisser mourir des arbres qui sont centenaires et donc du coup de faire disparaître un îlot de fraîcheur et un îlot hyper important de captation de carbone et de particules fines, parce qu'avec la circulation qu'il y a route de Toulouse et qui va augmenter à vitesse grand V, cette circulation, et bien c'était nécessaire de garder cet espace justement dépolluant. Et bien ça n'a pas été fait, c'est en dépit du bon sens. Et là, et bien écoutez, vous avez un laboratoire, hélas, en direct. Ah, puis quand même, ce qu'il faut expliquer aux gens quand même, c'est que ces parcelles-là appartenaient à Bagatelle. C'est-à-dire Bagatelle, pour faire ce projet-là, parce qu'ils n'avaient pas trop de fonds, quoi, ils avaient des soucis financiers, ils ont vendu ces parcelles à Cogénie. Oui, et en plus, là, je vais faire du mauvais esprit, mais ils ont vendu ça pour améliorer leur qualité de soins. Ça me fait doucement rire. Ils dégradent le cadre de vie à l'extérieur pour améliorer leur qualité de soins à l'intérieur avec la climatisation. Je veux dire, c'est une aberration. Et aussi, ils ont construit un nouveau bâtiment aussi. Je sais pas, on en parlait l'autre fois, que c'était que de l'administratif, là, le nouveau bâtiment. Oui, qu'ils ont construit, tout à fait. C'est que des bureaux. Donc, non, mais c'est en dépit du bon sens. Alors que
quand même sur le site de Robert Piquet, il y a une réserve foncière importante quand même. Il faut quand même bien le dire. C'est que là, on est en train en de plus se avec passer le truc de Robert Piquet et de Bagatelle, c'est que la population est en train d'augmenter à vitesse grand V partout sur la métropole. Donc les hôpitaux, même Bagatelle refait à neuf, va exploser. Mais bien sûr. Et si ça tourne mal l'affaire, parce que ça peut tourner mal aussi, hein, ça veut dire qu'on n'aura plus d'hôpital alors. Et si Bagatelle, par exemple, se retrouve en faillite, ce qui est pas... En sachant que c'est une fondation privée. Hein. Oui, mais il joue en fait sur le fait que ce soit une fondation à but non lucratif. Oui, mais là aussi, c'est une fondation privée, oui, c'est pas un hôpital public. D'ailleurs, quand vous voulez y aller, il faut payer aussi ça, alors que Robert Piquet, c'est gratuit. Oui, c'est ça, c'est ça. Et on a vu aussi pendant la vaccination Covid, heureusement qu'il y a eu le centre de vaccination de Robert Piquet quand même. Mais écoutez, on a vu que les hôpitaux de toute façon, moi je remercie la Cogidim et je remercie Monsieur Marly et je remercie le maire de Talence. Et moi je voudrais pas. Parce que grâce à eux, on va pouvoir justement mesurer l'impact d'un chantier en réel sur la nature et sur aussi bien sûr le bien-être des habitants et des usagers. On va pouvoir faire un avant-après, avant et après. Qu'est-ce que ça donne? Et là, parce que nous on fait des mesures tous les jours au GNSA ou tous les mois, on a des rapports photos, on mesure les températures, on fait des photos. Donc là on a un dossier et on va pouvoir vous dire réellement, factuellement, qu'est-ce que ça a donné ce chantier sur le BC de Bagatelle. Non mais c'est ce qui est sidérant aussi dans cette affaire quand même, c'est les conflits d'intérêts qu'il y a quand même là-dedans. Et il y en a quelques-uns quand même. On a par exemple le neveu de la ministre aux armées, Madame Dariussec, qui est praticien à Bagatelle. Donc on voit les conflits d'intérêts là-dedans, qui sont pas neutres, quoi. Et on voit par exemple aussi, on peut quand même les citer quand même, le maire de Bègles qui a un de ses conseillers qui fait partie de Bagatelle et qui défend ardemment le projet quand même, et qui se dit être Europe Écologie Les Verts. Donc là il y a quand même un problème politique qui est posé quand même là-dedans. Après, moi je suis très ouverte d'esprit, donc on peut ou ne pas aimer les arbres. Hein. Chacun a le droit, il y en a ils n'aiment pas les arbres, il y en a ils aiment les arbres, donc moi je l'entends, qu'il y en a, les arbres ça gêne, et puis il y en a ils aiment bien les arbres. Mais là, le problème c'est que c'est une dégradation du cadre de vie. Voilà, c'est ça. Qu'on aime ou pas les arbres, peu importe, c'est que ça sera sûrement moins bien quand il va faire 40 degrés dehors. Ah oui. Et ça sera sûrement moins bien d'aller pique-niquer sous les pauvres arbres qui vont rester et qui sont en train de mourir de soif. Mais t'as pas remarqué le comportement des gens en fait? Maintenant, c'est un carré d'herbe qui suffit pour faire un pique-nique. Ah ouais, alors ils pourront aller pique-niquer. T'as pas vu à Gambetta là, dès qu'il y a un petit soleil oui, c'est vrai. Mais c'est triste parce que c'est pas ça la nature. La nature c'est pas ça. La nature c'est sauvage, c'est libre. La nature c'est pas contraint. Ça c'est des arbres d'ornement. C'est une place pour faire beau. C'est pas de la nature. C'est carte postale, voilà. C'est ce qu'ils veulent. C'est carte postale. C'est comme me disait Monsieur Florian quand on a fait la manifestation, qu'il a fait l'inauguration. Il disait c'était pour rendre le lustre à Bordeaux. Pour rendre le lustre à Bordeaux, on fait des places ornementales en contraignant les arbres. Mais pourquoi? Je veux dire, on n'est pas au XVIIe siècle ou au XIXe siècle, au siècle des Lumières. Aujourd'hui, la nature, elle a besoin de s'étoffer, de vivre. Il faut la laisser tranquille. C'est comme ça qu'elle est la mieux. Et qu'elle peut nous rendre le plus de services aujourd'hui, si en la laissant tranquille. Non, mais c'est leur vision, hein, ces gens-là. De toute façon, Florian, il vient de Picher, donc ils ont une vision bétonnière. Il faut enrichir les promoteurs, voilà. C'est la bétonisation des sols. On voit vraiment leur vision. Sur toute la métropole, hein, c'est affolant. Toute la métropole, mais toute étiquette politique, parce qu'il y a les socialistes qui font pareil. Il reste encore cette vision de la nature comme étant une décoration. On met tel type d'arbre pour que ça fasse telle perspective dans l'allée, pour quand il fleurisse, il ait telle couleur et que ça fasse tel ombrage, etc. Donc en fait, ce n'est pas des amoureux de la nature au sens pur du terme, ce sont des aménageurs d'espace. Ils font de la gestion d'espace, ils font de l'aménagement d'espace. Et beaucoup de paysagistes le font aussi, hein, parce que moi je les entends parler, et quand vous dites il y a un sujet il fait ça, il y a un sujet il fait ça, vous avez l'impression qu'il est en train de redécorer son salon.
Donc c'est quand même, c'est un être vivant, un arbre. C'est un être vivant. C'est quelque chose qui pousse, qui met du temps à pousser, qui consomme de la matière. Il y a de l'énergie, il y a de la matière bois, il y a de la matière sol, il y a de la matière air. Enfin, c'est un écosystème qui fait vivre plein de bêtes, d'insectes, d'oiseaux qui nichent, etc. Et qui nous sert aussi à nous. Voilà, qui nous rend aussi ce service. Et juste de le restreindre ou de le diminuer à un objet comme un lampadaire ou comme un poteau de bois, mais on est à côté de la plaque. Les gens ne se rendent pas compte en fait de ce qu'est vraiment un arbre. Pour eux, c'est des aménageurs d'espace. C'est j'aménage, je mets un arbre là, je mets ci là, et puis ça va faire joli. Puis ils font de la com dessus, quoi. Voilà. Et quand il arrive les élections, ils se voient en écologiste, on le voit chez certains élus. C'est ça qui est sidérant. C'est comme par exemple sur les LGV, on voit d'un côté, comment il s'appelle, Anziani qui propose un plan à 1 million d'arbres, et d'un côté il va soutenir la LGV. Donc il y a un moment, on oui, marche c'est sur la ça. tête. C'est ta main gauche, ta main droite donne, et puis ta main gauche elle a la tronçonneuse. Donc il y a un problème, il y a un conflit quand même. Parce qu'en plus c'est aussi le fait d'être cloisonné en fait, parce qu'ils ont l'impression que ce qui va se passer sur la LGV, si jamais, il faudrait pas qu'elle passe, mais si jamais il y a la LGV, ils pensent pas qu'il y aurait des retentissements sur Bordeaux ou Bordeaux Métropole. Mais bien sûr que la pollution de la LGV, elle va retentir sur notre territoire. C'est obligé. Elle va pas s'arrêter. Mais elle va pas s'arrêter Elle va pas dire, j'arrive à Bordeaux, je m'arrête. Ouais, c'est pas le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière française. Ça, non, c'est pas. Voilà. Donc bien sûr que ça va retentir aussi sur la pollution d'ici. Donc en fait, il n'y a pas de vision globale, quoi. Il n'y a pas de lien entre les territoires. Il n'y a pas de se dire tiens, mais si ça, je fais ça ici, ça risque d'impacter ici. Et je sais pas, est-ce qu'ils se posent la question au moins? Non. Il n'y aurait pas de pollueurs, il n'y aurait pas d'écologie. Parce que moi, tu vois, l'écologie, ça fait vraiment que 5-6 ans que j'en entends vraiment parler. Avant, c'était un sujet, on va dire, très, très secondaire. Et aujourd'hui, l'écologie, c'est devenu un business. Oui, qu'on le veuille ou pas. Ouais, non, mais c'est vrai, tu as raison. L'écologie, c'est devenu une tendance. Quand tu regardes la réaction des Verts à l'époque, quand on a eu gain de cause avec Notre-Dame-des-Landes et que l'aéroport s'est pas fait, ils étaient contents, mais sans plus, tu vois. Ah ouais? Ouais. D'accord. Parce que c'était bien un aéroport quand même, un deuxième à Nantes, on était à moins de 2 heures de Paris. C'était surtout pour le fret qui devait faire cet aéroport. D'accord. Mais vous savez que le cadre de vie qu'on a, c'est quand même le miroir de nous-mêmes. C'est-à-dire que si on accepte qu'il y ait du béton partout et qu'il n'y ait plus d'espace naturel dans nos villes, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, c'est pas très chouette non plus. Voilà, c'est très artificialisé et c'est très aussi chimique. Donc après, c'est la priorité. Est-ce que on préfère d'avoir un espace naturel ou une piscine? C'est la priorité de chacun. C'est la responsabilité de chacun. Alors après, tu vois, je vais faire un pont avec ce que j'ai expliqué pendant un certain moment et un certain temps. Je parlais beaucoup de l'international noir qui s'installait sur l'ensemble de la planète. L'international noir, en fait, c'est la montée du populisme et de l'extrême droite politique à l'échelle de la planète. Je connaissais pas. Et tu as l'international rouge à l'opposé qui est sur le côté humaniste et tout ça. Et ça fait depuis au moins 15 ans que je répète, attention, l'international noir s'installe avec les Trump, les Poutine, on les voit loin, les Bolsonaro du côté du Brésil. Alors le Chili, il a eu de la chance, ils sont passés à gauche. Mais tu as la Hongrie, la Pologne, tu as beaucoup de pays qui sont passés extrême droite et voire populistes. Okay. Et selon moi, en fait, sur le sujet de l'écologie, et là j'implique tous les partis politiques, de gauche à droite, je pense qu'en fait on a affaire à des faux culs. Bien sûr. Parce que, tu vois, je vais te raconter une anecdote. À un moment donné, il y a une commune, en fait, à Gironde-sur-Drop, où il n'y avait pas de maire, en fait, sur la commune. Et en fait, ils expliquaient combien touchait un maire en fonction du nombre d'habitants. Et dès que tu dépassais les 1500, 1200, enfin les 1500, voire 2000, tu commençais déjà à avoir un peu plus que le SMIC. Et plus tu as d'habitants dans ta commune et plus tu touches d'argent en salaire. Il y a un plafond, mais ça se passe comme ça. Quand je vois
un écologiste prendre la place d'un ancien gars de la droite ou socialiste, etc., qui, en tant que parti écologiste tout seul, n'arrive pas au pouvoir. Il est obligé d'avoir les autres pour y arriver. D'accord. Les socialistes et les communistes, c'est ce qui s'est passé avec Urmica Bordeaux. Et si tu regardes de près à Grenoble et dans les pays où les Verts sont passés, ils avaient... Ou à Bègle, t'as les socialistes et les communistes qui sont derrière. Okay. Donc, c'est 3 partis qui arrivent en tête. C'est 3 partis qui gagnent en fait leur concours de celui qui a eu la plus grosse. C'est pas l'écologie qui est qui gagne, c'est l'écologie, le socialisme des années 2020 et le communisme des années 2020. Aujourd'hui, tu regardes l'environnement politique. Le communisme, il n'a plus rien à voir avec l'humanisme. Le mot socialiste, il est bafoué. Et le mot écologie aussi. Moi, je pense qu'on est dans ce poisson qui se mord la queue, ce serpent qui tourne en rond, qui se perd, ce poisson rouge dans le bocal qui tourne et qui se fait chier toute à longueur de journée parce qu'on a gagné à la fête foraine. Et je me dis qu'en fait, au final... on va droit dans un mur de ce que est cet international noir, en fait, international. Parce que Boris Johnson aussi, il est estimé extrême droite. Très à droite. Avant qu'a fait le Brexit. Voilà, il y a quand même beaucoup de soupçons et on n'y échappera pas. Si c'est là avec Macron qu'on y échappe parce que Macron sera en tête, on l'aura dans 5 ans. Macron, c'est très à droite. Et en fait, c'est quelque chose qui s'ancre dans la tête des gens. Et aujourd'hui, quand tu parles d'écologie, en fait, tu parles de sanctions. Tu parles plus en fait d'écologie positive. Non. C'est moi j'ai besoin de cet arbre-là pour avoir de l'ombre et avoir 4 ou 5 degrés de moins par rapport à un moment où il y aurait une canicule. Mais ils s'en foutent. Oui, non, mais parce qu'aujourd'hui, quand tu parles d'écologie, on te dit il faut rouler à 30, faut plus rouler avec tel carburant. L'écologie punitive en fait. C'est ça. Mais en fait. L'écologie, si tu regardes la définition, c'est vraiment les interrelations entre les êtres humains et les êtres vivants. Donc c'est vraiment des interrelations avec tout ce qui est vivant sur Terre, les humains et les non-humains, comme on appelle, c'est-à-dire les insectes, les animaux, les arbres et nous. Voilà, c'est ça l'écologie. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucune interrelation, ni entre nous, entre groupes, que ce soit les hommes avec les femmes... Tu vois, quand tu le vois sur les applis, que ce soit entre les races, que ce soit entre les pays, et maintenant que ce soit avec le non-humain, il n'y a plus de relation. C'est terminé. On ne se parle plus, on n'est plus connecté. Et donc, qu'est-ce que ça fait, ce repli ? Eh bien, ça fait que, du coup, on perd le sens de l'autre. En fait. Et quand tu perds le sens de l'autre, t'as moins de scrupules à abattre un arbre, puisque tu sais plus, t'as plus ta relation à lui. Tu comprends ? Ça te fait moins mal. Alors que si tu le sais au fond de toi, que tu en as besoin, que ça fait partie de ta nature, et que s'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, je ne peux pas respirer. C'est comme ça, c'est 1 + 1 = 2. C'est aussi simple que ça. S'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, je ne peux pas respirer. S'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, c'est le désert. Combien dans tous les pays, là où il y a eu une déforestation accrue, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Un désert. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'arbre, c'est le désert. Donc après, tout le monde le sait. C'est le choix. Maintenant, c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut pour demain. Après, si la majorité me dit on veut un cadre de vie dégradé avec des déserts, du bitume, du machin, et puis continuer comme ça à avoir nos... ok, mais on fera comme ça. Moi, je ferai mon petit jardin à moi, et puis je garderai mes arbres à moi. Moi, je suis pas contre. Et en fait... Le problème de l'écologie aujourd'hui, j'écoutais un monsieur qui disait vous allez même pas pour qui vous votez. Il disait je voterai pas à ces élections. Et le journaliste lui disait mais même pas pour les écologistes. Et il a eu cette phrase qui résume tout et qui du coup décrédibilise l'écologie dans son ensemble, qui dit mais les écologistes c'est aussi des intégristes, ils nous empêchent de vivre. Voilà. Et bien l'écologie a perdu. Moi je dis quand les gens commencent à dire ça veut dire que l'écologie, elle a perdu. Eh bien, il est 19h50.
Je pense qu'on a fait le tour un peu de l'actualité. Puis moi, On a bien débattu aujourd'hui, c'est bien. On a bien débattu. Et tu vois, moi, je pense, si tu veux, à cette réponse-là, d'un citoyen lambda qui touche 1200, 1300 balles, un SMIC, tu vois, qui a sa vieille bagnole, qui peut pas la changer parce que il a pas les thunes pour le faire, qu'on va lui dire, en fait, rentre plus dans la métropole parce que tu pollues, donc démerde-toi, prends les réseaux des transports en commun sans la transpiration de ton voisin ou de ta voisine, ou si t'es une femme, subis effectivement un frottage ou du harcèlement, et effectivement aujourd'hui, ou alors quand on te dit ouais mais faut pas manger de viande parce que tu te rends compte ça fait ci et ça, et que moi tu vois, en ayant été un précaire, pour moi la viande c'était une récompense, donc mon cerveau a acquis cette connerie de se dire la viande est une récompense, alors qu'on peut faire des plats très bons sans avoir de viande, mais si tu veux, le cerveau il est con dans sa conception, ouais. Et quand t'es précaire, en fait, si tu veux, tu te gardes des habitudes à la con. Et tu vois, ma compagne, elle me le dit, mais moi, avant que t'arrives, je mangeais pas autant de viande depuis que t'es là, quoi. Et parce que c'était une récompense, c'est comme cette addiction au coca, parce qu'à un moment donné tu rentres, c'est une récompense parce que tu as eu un peu plus d'argent, tu peux te permettre de te le payer, parce que ce que tu as chez les autres, tu as envie de l'avoir un peu chez toi aussi. Et je pense qu'en fait, effectivement, ce côté sanction, en fait, comme tu le dis, c'est ce qui a nuit à l'écologie. Ouais, bien sûr. Avant de faire de la sanction, tu fais de l'éducation populaire. De la sensibilisation. Viens m'éduquer. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient véganes, il fallait que je devienne végane de suite parce que c'était des potes véganes. Mais non. Mais si, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que j'ai pas eu le choix d'eux, en fait. C'est une tendance, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas eu le choix d'eux. Oui, mais ça, c'est imposé. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un. C'est à lui aussi de lui-même. Et d'ailleurs, quand la personne de lui-même, elle change de façon plus profonde et plus pérenne que si tu l'obliges à faire quelque chose ou que si tu la punis de faire quelque chose. Et donc, tu vois, c'est nous, ce qu'on fait au GNSA et ailleurs. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'informer les gens sur ce qu'est un arbre et ce que ça peut leur apporter au quotidien. Et après, quand j'arrive à les toucher et qu'ils changent leur regard sur les arbres, mais je me dis mais c'est super, mais je vais pas les obliger à aimer les arbres. C'est de l'éducation populaire que tu fais, c'est pas de la sanction. Non, moi c'est. Tu vois ce que je veux dire? Oui, moi j'informe. Moi, tu vois, quand j'avais rencontré ces personnes qui étaient véganes, il fallait que je le devienne de suite, tu vois. Et pour te dire, on va arrêter là-dessus parce que sinon on va faire 1 heure de plus d'émission. Et le chef, il va être d'accord. Mais tu vois, on va dans un resto qui propose des menus véganes. Moi, je prends un menu comme j'ai envie. Il y a du veau dedans. On me dit, ouais, t'as tué un bébé. Tu manges un bébé. Mon Dieu, mais quelle violence. Ah non, mais tu dis pas ça. Je fais comment, moi qui suis précaire, qui ai été précaire pendant, on va dire, mais j'ai 36 ans, j'ai toujours été précaire. Surtout qu'en plus, la viande, à un moment donné de notre évolution, on en a eu besoin pour faire grandir notre cerveau. Ouais. Donc c'était obligé. Maintenant, on en a moins besoin parce qu'on est devenus des gros cons. Mais... C'est pour ça. Mais à un moment de notre évolution, on en a eu besoin de manger cette viande, justement pour faire grandir notre cerveau. Mais tu dis pas ça, bien sûr que non, tu dis pas ça. On se retrouve dans 15 jours. Ouais, avec plaisir. On va essayer d'avoir moins d'embouteillage quand même sur la route pour arriver un peu en avance. En avance, on va essayer d'être plus professionnel. On espère. Bon, ça va, on a géré quand même. En 10 minutes, on s'est préparé. Ça a été. Voilà. On avait Scooby qui était là avec nous, il était déterminé. Vous arrivez en retard, de toute façon, moi j'aurais commencé l'émission sans vous. Ouais, mais t'as raison. Il aurait parlé de ses plans cul. Voilà. Kinder, enfin. Il aurait raconté ses anecdotes. De toutes ces applications. Mais c'est rigolo. Et la cité Grinder quand même. On sait jamais si dans l'équipe, chez nos auditeurs, il y en a qui sont dessus. Ils t'appelleront, on donnera ton numéro et puis ils t'appelleront pour les anecdotes. Non, il y en a qui peuvent garder leur. Non, ils sont pas obligés de me le dire. Des fois, ça fait de bonnes histoires pour l'émission 100% déconne qu'il y a le dimanche soir. Tout à fait. Bien, prochain rendez-vous vendredi soir avec Hip Hop News de 20h à 21h. Non, ça c'est avec Yannick de 20h à 21h, il y a Hip Hop News. Et de 21h à 22h30, il y a Urban Show, avec effectivement présenté par Le Quid. Et cette semaine, il reçoit Fleck, voilà, qui est un rappeur bordelais. Picasso 33 indiscipliné aussi. Voilà, bon, on ne reçoit pas le 33 toutes les semaines. Je sais, mais bon, quand même, je leur. Voilà, le vendredi, il reçoit Fleck, voilà, en direct. Eh bien, on lui souhaite une belle émission et puis à dans 15 jours. À dans 15 jours. Allez, bonsoir. Salut le monde. Bonsoir. Ne changez rien. Let's do it. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. Come on, y'all.
sur Wanted Radio. Wanted Radio, le hip-hop, c'est non-stop.